Ici Satou. Dans les vieux jeux de rôle sur ordinateur, j'ai toujours pensé que l'acquisition de la possibilité de voyager en calèche était un tournant important. C'est loin d'être aussi confortable qu'une voiture, cependant. La calèche s'agitait et grondait sur la route principale. Oh, miaou! Chaque fois qu'un petit animal, comme une souris ou un lapin, surgissait des buissons au bord de la route, Pochi et Tama faillirent sauter hors de la calèche. Et chaque fois, Lisa était là pour les retenir par leur ceinture. La calèche ne roulait pas plus vite qu'un vélo familial, mais ce serait quand même dangereux s'il tombait et se faisait entraîner sous les roues. Pochi, Tama, vous allez tomber si vous vous penchez, alors tenez-vous bien dos au siège du cocher. Oui, monsieur. D'accord. Les deux répondirent par l'affirmative et se placèrent à gauche et à droite, contre le dossier de mon siège. Je savais qu'ils ne se comporteraient pas bien tant que quelque chose n'attirerait pas leur attention. La brise était un peu fraîche, mais la chaleur du soleil la rendait agréable. Comme il s'agissait d'un monde fantastique, je m'attendais à rencontrer des monstres au hasard, mais en réalité, le voyage fut plutôt paisible. C'était probablement grâce aux efforts de Zena et de ses camarades de patrouille. Cependant, en consultant la carte, j'ai aperçu des monstres rôdant plus loin de la route. Compréhensible, il était probablement impossible de les éradiquer complètement. Pendant environ 1 heure après avoir quitté la ville, notre environnement ressemblait davantage à un groupe d'arbres dispersés qu'à une véritable forêt, mais nous avions laissé cela derrière nous et traversions maintenant une région très vallonnée. Au loin, sur notre gauche, j'apercevais les montagnes menant au berceau de Trasayuya, où le roi mort-vivant Zen avait retenu Mia captive. De temps en temps, un arbre ou un arbuste émergeait de la mer d'algues entre la route et les contreforts. Avant d'atteindre cette zone accidentée, nous avions croisé d'autres voyageurs en chariot ou à pied, mais la plupart avaient pris la direction de l'ouest à une bifurcation. Plus loin sur la route ouest se trouvait la cité minière du comté de Seriou, et au-delà, la route traversait 2 autres comtés pour n'en former qu'un, apparemment une zone commerciale très prospère. La plupart des marchands se dirigeraient par là. D'après ma carte, il y avait encore quelques autres chariots sur la route sud, outre le nôtre, mais aucun que je puisse voir. Il y avait aussi des comtés et des baronnies au sud, mais la législation y étant plus souple, les marchands avaient tendance à se tenir à distance. Le commerçant qui m'avait renseigné avait ajouté que le duché d'Ugosh, célèbre pour la vue nocturne sur ses canaux, était assez sûr, mais qu'au-delà, on y trouvait des prix bas et un marché étroitement contrôlé par les commerçants locaux. Il y avait aussi d'autres villages près de la route ouest, ce qui contribuait probablement aussi à sa popularité. Mia, des moutons, monsieur. Suivant le regard de Tama et Pochi, j'aperçus une colline au loin où un berger gardait un grand troupeau de moutons. Ils firent signe frénétiquement en direction de la colline, mais apparemment, l'autre ne nous vit pas, car ils ne répondirent pas. L'ombre de ce qui semblait être un petit chien de berger courait partout, empêchant habilement les moutons errants de s'éloigner trop. Il semblait s'agir d'un chien ordinaire, pas d'un homme bête. Je n'avais jamais vu de chien ni de chat en ville, mais je suppose qu'il y en avait dans ce monde, après tout. Tandis que j'admirais la vue, la route, presque droite, se transforma en un large virage le long d'une colline. La calèche tangua et roula dans une ornière. Derrière moi, j'entendis les petits cris de Lulu et Mia et les jurons d'Arisa, mais je les laissai passer, portés par le vent, faisant semblant de ne pas entendre. Comme la route était visiblement en terre, et non pavée de pierre ou d'asphalte, il était naturel que les charrettes laissent des ornières et des sillons le long du chemin. Cependant, comme chaque charrette suivait un chemin différent, certains passages étaient si accidentés qu'ils menaçaient d'endommager les roues. Les chevaux avançaient à leur guise, mais pour éviter ces ornières, un cocher devait affiner leur trajectoire. Malgré mes compétences, je manquais d'expérience pour les éviter toutes. Tandis que je me cherchais des excuses, Arisa passa la tête derrière moi, s'appuyant sur celle de Pochi. Sois plus prudente en conduisant. Ne m'en demande pas tant. Je suis encore débutante. J'ai balayé les protestations d'Arisa d'un revers de main. Pochi n'avait pas l'air ravi d'être utilisé comme marchepied. Arisa, vous êtes lourde, madame. Désolée. C'est juste que vous étiez dans la position idéale pour que je grimpe sur vous, alors je n'ai pas pu m'en empêcher. Pour s'excuser, Arisa se dégagea de la tête de Pochi et se blottit contre mon épaule. Cela aurait pu me faire battre le cœur si elle avait été une belle femme, mais vu son jeune âge, elle ressemblait à une enfant gâtée. À cet instant, j'ai entendu un petit gargouillement plaintif. J'étais probablement le seul à l'avoir entendu, grâce à mon don d'ouïe fine. Ça devait venir de Lulu. Même le bruit de son estomac qui gargouillait était mignon. J'ai consulté la carte pour trouver un bon endroit où déjeuner. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Il y a une dalle de pierre sur la colline d'à côté qui semble pouvoir nous protéger du vent. On s'y arrête pour manger. Ma proposition a été approuvée par un cri de joie unanime. Après avoir gravi le chemin envahi par les mauvaises herbes, j'ai arrêté la calèche dans un endroit ensoleillé près du mégalithe. Bon, nous y sommes.
Tout le monde, il est temps de s'occuper des chevaux et de préparer notre déjeuner. Tout en parlant, je suis descendu de la calèche et j'ai fixé les butées, comme le frein à main d'une voiture. Comme j'avais déjà réparti les rôles avant notre arrivée, chacun s'est mis au travail sans avoir besoin d'instructions supplémentaires. Pochi et Tama sont descendus d'un pas léger et ont sorti des outils du rangement sous la caisse du cocher pour s'occuper des chevaux. Les manteaux qu'elle portait habituellement en public devaient être à l'intérieur de la voiture, car elle portait maintenant des chemises blanches et des shorts bouffants assortis. Le short de Tama était rose, celui de Pochi jaune. Je vais m'occuper de vos sabots, monsieur. Creusez, creusez. Faites attention à ne pas vous faire marcher dessus par les chevaux, vous deux. Oui, monsieur. Bien reçu. J'ai averti les filles de faire attention en retirant la terre et les pierres des sabots des chevaux. Les chevaux ont grogné avec indignation, comme pour protester qu'ils n'auraient jamais été aussi négligents. Nana et moi allons chercher des pierres pour construire un poêle. Super, merci. Vêtue d'une armure de cuir marron clair, Lisa se dirigea vers les grandes dalles pour ramasser quelques petites pierres. Maître, je reviens, je vous le rapporte avec courage. Nana prit la parole en descendant de la diligence. Ses longs cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval lâche avec un ruban. Elle portait une robe écarlate, d'un genre inédit dans le Japon moderne, avec des manches bouffantes aux épaules et un gilet rouge foncé qui menaçait d'éclater sous la pression de sa généreuse poitrine. Naturellement, je pris soin d'enregistrer mentalement les sautillements qui se produisirent lorsqu'elle descendit de la voiture. Je ne voulais pas que sa belle robe se salisse en ramassant des pierres, alors je sortis discrètement un tablier du rangement, à l'ombre de la voiture, et le tendis à Nana. Je sentis des regards rivés sur mon dos et me retournai pour trouver Lulu. On aurait dit qu'elle attendait une occasion de parler. Maître, j'ai apporté le sac. Merci, Lulu. J'ai accepté le sac de garage des mains de Lulu et lui ai proposé de l'aider à descendre de la voiture. J'étais maintenant habitué à son hésitation, mais le fait qu'elle rougisse à chaque fois trahissait sa timidité. Lulu s'est posée à terre, ses fins cheveux noirs flottant doucement. J'ai aperçu brièvement ses jambes blanches tandis que sa jupe flottait dans l'air. Bien que la robe blanche qu'elle portait en ville lui convenait mieux, Lulu portait maintenant une chemise crème et une jupe bleu foncé pour le voyage. Le tissu blanc aurait probablement été trop facile à salir. Arisa fut la suivante à s'approcher de la cabine du cocher depuis l'intérieur de la voiture, s'approchant d'un pas assuré. Maître, aidez-moi aussi à descendre. La tenue d'Arisa, une veste rouge foncée sur un haut et un bas rose et duveteux, semblait inadaptée au voyage. Elle tendit la main et lança une requête d'un ton un peu gâté. Ses cheveux violets ondulaient au vent. Elle portait habituellement une cape ou une perruque blonde pour éviter d'attirer l'attention en public, mais elle les avait laissés dans la voiture. Ce n'était pas grave, alors j'ai tendu la main pour l'aider à descendre. Puis, pris d'une soudaine intuition, j'ai penché la tête sur le côté. Un instant plus tard, le visage d'Arisa était là où le mien venait d'être, les lèvres pincées. C'était presque ça. Plus de harcèlement sexuel, s'il vous plaît. Oh, j'essaie seulement de servir mon maître conformément à mon serment. Tu es si cruel. Chut. La réponse d'Arisa était si absurde que je lui ai donné une légère tape sur le front pour la gronder. À en juger par la façon dont elle s'est roulée dans l'herbe en se tenant la tête de façon théâtrale, je doutais qu'elle éprouve beaucoup de remords. La formulation de notre accord ne prévenait en rien le harcèlement. Je devais faire attention à ne pas utiliser le contrat comme moyen de dissuasion, à ma grande frustration. Si Arisa avait au moins 20 ans, eh bien, je n'apprécierais probablement pas ses avances, mais elle ne me dérangerait peut-être pas autant. Mais elle avait l'âge d'une enfant à l'école primaire, je n'étais clairement pas intéressé. En réalité, la personnalité d'Arisa me rappelait quelque chose du milieu du siècle dernier. J'ignorais son âge avant sa réincarnation ici, mais elle ne semblait pas vouloir dire « ça tout ». Finalement, Mia l'elfe apparut, s'exprimant avec un sourire éclatant. Ses oreilles pointues dépassaient de ses couettes bleu vert clair. Elle portait une tenue qui ressemblait à une version bleu clair de celle d'Arisa. Avec son teint sain, j'avais du mal à imaginer à quel point elle était affaiblie lorsque je l'avais sauvée de Zen. Elle n'aura aucun mal à supporter le long voyage jusqu'à sa ville natale, dans cet état. Tu veux que je t'aide à descendre aussi? MM. Se tenant prête, les bras tendus, Mia hocha joyeusement la tête. Je la soulevai par la taille délicate et la déposai délicatement. Contrairement à Arisa, je n'avais aucune crainte qu'elle tente quoi que ce soit. Merci, de rien. Mia sourit timidement en me remerciant, puis se dirigea d'un pas lourd vers les gros rochers. Je pris un seau et un petit tonneau d'eau dans le sac de garage pour abreuver les chevaux. Au fait, j'avais décrit le sac de garage de manière ambiguë aux filles au début de notre voyage, un sac magique qui peut contenir beaucoup de choses. Par précaution, je leur avais demandé de le garder secret pour éviter les voleurs. Mission accomplie, monsieur. À plus, bon travail, vous deux. Pochi et Tama s'approchèrent pour me dire qu'ils avaient terminé leur travail, et je leur tapota la tête. Juste à ce moment-là,
Lulu revint de l'inspection du train de roulement. Maître, il n'y a aucun problème avec les roues ni avec l'essieu. Il y avait des brins d'herbe collés dessus, alors je les ai nettoyés. Super, merci, Lulu. Puisque notre inspection était terminée, il serait peut-être temps de nourrir les chevaux. Non, peut-être devrais-je d'abord les mettre un peu plus à l'aise. Lulu, pouvez-vous m'aider à les dételer? Certainement, monsieur. Avec l'aide de Lulu, j'ai détaché les chevaux du joug et attaché les rênes à la voiture. J'ai vérifié leur visage là où les morts avaient été attachés, mais ils ne semblaient pas avoir d'égratignures. Tout allait probablement bien. Maître, puis-je vous aider? Arisa épousseta ses vêtements en s'approchant de moi. Une légère marque rouge sur son front. Je devrais désormais faire attention à ne pas me frotter le front. Oui, donnez du sel et des fruits aux chevaux, s'il vous plaît. Après avoir sorti une petite auge et un sac de nourriture du sac de garage, j'ai tendu à Arisa 2 fruits et un petit sachet de sel. Les fruits étaient une récompense pour les animaux. Le cocher chevronné nous avait conseillé, à Lulu et moi, de ne pas oublier de fournir du sel aux chevaux de trait pendant un long voyage. D'accord, Mia, viens m'aider. Arisa appela Mia d'un ton joyeux. L'elfe, qui contemplait les mégalithes, hocha la tête et commença à soigner les chevaux avec Arisa. Pochi, Tama, c'est dangereux, non? Tout ira bien, madame. Bien, je suivis le regard nerveux de Lulu et vis Tama perché sur les épaules de Pochi pour essuyer le dos des chevaux avec une serviette spéciale. Ça avait l'air dangereux à première vue, mais Pochi avait les pieds bien ancrés au sol, donc ils étaient en sécurité. Peut-être devrais-je choisir du matériel et construire un escabeau? En y réfléchissant, je préparais le déjeuner des chevaux dans l'abreuvoir, un mélange de céréales et de paille. C'était un repas simple, mais pour des chevaux de trait, ce serait excellent. Les chevaux engloutirent les fruits de Mia et Arisa en un rien de temps, puis plongèrent la tête dans l'abreuvoir pour les dévorer avec ferveur. Ils grignotent, monsieur. Miam? Pochi et Tama se laissèrent tomber devant la petite mangeoire pour contempler avec envie la nourriture qu'elle contenait. Leurs regards avides semblaient mettre les animaux mal à l'aise. Pour le bien-être mental des chevaux, j'envoyai Pochi et Tama chercher des pierres pour maintenir les couvertures sur lesquelles nous nous asseyions pendant le déjeuner. Elles acceptèrent sans hésiter et s'éloignèrent, ravies d'avoir reçu une nouvelle mission. Excusez-moi, maître, puis-je utiliser un peu de ce tissu épais? Bien sûr. Vous fabriquez un tablier? Je voudrais retoucher les coussins de paille. Après avoir lavé la bave de cheval sur ses mains dans le seau d'eau, Arisa les essuya avec un mouchoir en guise de demande. J'avais confectionné à la hâte des coussins de paille pour protéger les filles des vibrations de la calèche. Ces oreillers improvisés étaient de simples bottes de paille enveloppées de tissu comme des rouleaux de sushi. J'avais essayé d'acheter des coussins préfabriqués dans un magasin, mais personne n'en vendait à Serious City, et comme les commander prendrait trop de temps, nous avions concocté une solution nous-mêmes. Alors, la paille ne suffit pas, hein? Ce n'est pas ça. Le rembourrage est correct, mais la paille commence à se détacher et à me gratter les fesses à force de trembler. Arisa secoua la tête. Je vois, c'était donc la solidité qui manquait. Bon, pourquoi ne pas travailler tous ensemble sur les coussins en attendant que le déjeuner soit prêt? J'ai fouillé dans le sac de rangement et en ai sorti un grand sac rempli de bois de chauffage, d'ustensiles de cuisine et d'ingrédients pour Lisa, puis j'ai donné le sac de rangement à Arisa. Les coussins de paille étaient encombrants, alors j'ai pensé que les enfants auraient besoin de ce sac pour les transporter. Puis, comme Lulu n'avait rien à faire, je l'ai emmené avec moi pour apporter les ustensiles de cuisine à Lisa. Sur le sol nu, non loin de la voiture, se trouvait un poêle en pierre, qui semblait bien plus solide que je ne l'avais imaginé. J'ai parlé à Lisa et Nana pendant qu'elles examinaient leur travail. C'est plus impressionnant que je ne le pensais. Oui, on a besoin de quelque chose de ce calibre pour préparer un ragoût pour autant de monde. Lulu tendit les ustensiles de cuisine à Lisa. Madame Lisa, dois-je préparer le bois? Oui, merci. Tandis que Lulu commençait à disposer le bois dans le poêle, Lisa examina attentivement les ustensiles. Maître, mon travail est terminé, je vous le rapporte. Oui, vous avez été formidable. Nana me fit un rapport plutôt fier, et je lui répondis avec reconnaissance. Maître, puis-je allumer le feu maintenant? Lulu avait fini de charger le poêle de bois et tenait un silex dans une main. Attends, Lulu, prends ça. Comme allumer un feu avec un silex c'était une tâche assez difficile, je tendis à Lulu la baguette d'Amadou que j'avais apportée. Ah, je n'ai jamais utilisé cet objet magique. Comment ça marche? Du feu sort par la pointe quand on appuie sur la partie surélevée. Lulu parut troublée quand je lui tendis l'outil, alors je lui expliquai comment l'utiliser. Waouh, c'est incroyable. Faire du feu aussi facilement, c'est de la magie. Eh bien, c'est un objet magique, après tout. Les yeux de Lulu s'écarquillèrent de surprise devant la commodité du feu, d'une simple pression sur un interrupteur. Quand Lulu séjournait chez sa tante maternelle en ville, elle n'avait que du silex, et lorsqu'elle était la servante d'Arisa au château, elle n'avait pas le droit d'entrer dans la cuisine.
C'était son premier contact avec un objet magique permettant de créer du feu. Avez-vous déjà cuisiné? Demandai-je à Lulu et Nana. J'ai surveillé le feu, épluché des légumes, etc. Mais je n'ai jamais vraiment cuisiné. Le numéro 3 s'occupait de tout, je manque donc d'expérience pratique. Je connais les bases de la cuisine, mais je n'ai aucune recette enregistrée dans ma bibliothèque. J'aimerais beaucoup les installer, je le souhaite. Lisa semblait être la seule à pouvoir préparer un repas, mais ces deux-là pourraient au moins donner un coup de main. Le choix de mots de Nana était étrange, comme d'habitude, mais je comprenais ce qu'elle essayait de dire. Je me demande si inonder un homoncule de connaissances est aussi simple qu'installer une application sur un smartphone. J'étais un peu curieux, mais apaiser la faim de chacun était ma priorité. Je vous charge d'aider Lisa, alors. Je vous demande de faire ce que Lisa vous dit et de nous préparer un bon repas. Nous ferons de notre mieux. Oui, maître, je confirme. Apparemment, la façon particulière de parler de Nana déteignait un peu sur moi. Lisa, je vous laisse faire le reste. Compris, monsieur. Après une brève discussion sur le menu, j'ai laissé Lisa s'occuper de la cuisine. À mi-chemin entre notre cuisine improvisée et la calèche, Arisa et Mia peinaient à étendre la couverture qu'elles avaient récupérée dans le sac de rangement. Je suis donc allée les aider. Pochi et Tama sont arrivés pile à l'heure avec des pierres, que nous avons placées à chaque coin pour lester le tissu, créant ainsi notre espace de repos. Arisa a empilé les coussins de paille sur la couverture. D'accord, Pochi et Tama, veuillez retirer le tissu des bottes de paille. Elle devrait se détacher si vous dénouez ce cordon. Oui, madame. Oui, Mia, s'il y a des morceaux de paille qui dépassent des bottes déballées, veuillez les retirer. Arisa a délégué les tâches aux plus jeunes. À côté d'Arisa, j'ai disposé un nécessaire de couture, des paquets de tissus divers et du cuir de chèvre tanné. Pourquoi avons-nous besoin de cuir? Si on utilise ça pour la partie où tu t'assois, la paille ne dépassera pas, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'aussi cher que du cuir de chèvre? Arisa pencha la tête, hésitante. Bien sûr, je ne voudrais pas que tout le monde se fasse écorcher le derrière juste pour faire des économies. C'est logique, il ne serait plus doux au toucher. Arisa hocha la tête avec un grand sourire, mais ce n'était pas du tout mon intention. Je n'avais pas l'intention de toucher le derrière de qui que ce soit, et encore moins le sien. Si on peut utiliser le cuir, on n'aura pas besoin de tissu épais. Maître, pouvez-vous le couper en morceaux de cette taille? Mes mains sont trop petites pour utiliser correctement des ciseaux aussi grands. Bien sûr, je m'en occupe. J'ai coupé le cuir à la taille indiquée par Arisa et je le lui ai tendu. Luttant avec la grosse aiguille à maroquinerie, Arisa a cousu le morceau de cuir au tissu que Pochi et Tama avaient retiré. C'était l'occasion idéale de démontrer ma fiabilité en tant que maître en couture et en maroquinerie. J'ai enfilé une aiguille moi-même, puis j'ai cousu le cuir et le tissu ensemble sans effort. La vitesse et la précision de mes doigts feraient honte à une machine à coudre. Incroyable. Comment pouvez-vous être aussi rapide avec cette aiguille? Incroyable, monsieur. Incroyablement incroyable. Tous ces compliments font du bien. Après avoir terminé, j'ai tiré sur l'aiguille pour resserrer les coutures quand. Pour une raison inconnue, le fil a glissé et le cuir et le tissu se sont séparés. J'ai exprimé ma confusion à l'unisson avec Mia, qui m'observait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi hurla Arisa vers le ciel. Lorsqu'elle eut presque terminé, elle reprit son souffle et me fit remarquer mon erreur. Franchement, tu as oublié de nouer le bout du fil. Un nœud. Au fond de moi, je me souvenais vaguement avoir lu cela dans un manuel il y a longtemps. J'avais dû apprendre quelque chose à ce sujet en économie domestique, il y a bien longtemps. J'allais devoir laisser le professeur Arisa m'apprendre les bases de la couture. Je suppose que le simple fait d'avoir la compétence ne suffisait pas à compenser un manque de connaissances de base, après tout. La réalité est cruelle. À mon essai suivant, j'ai réussi à terminer correctement et à me réjouir des éloges de tous. Ensuite, nous avons attaché le tissu doublé de cuir aux bottes de paille. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'Arisa vérifiait mon travail à chaque fois pour s'assurer qu'il ne comportait aucune erreur. Il y avait du tissu jaune parmi ceux que nous avions achetés à Serio, alors j'ai fait appel à son savoir-faire pour créer une peluche de poussin de la taille d'une paume. J'ai utilisé des petites boules de feutre pour le rembourrage. Plus grand que compétence acquise. Fabrication de poupées, plus grand que titre acquis. Marionnettiste, j'ai acquis la compétence correspondante, mais ma compétence couture à elle seule semblait suffisante pour fabriquer un lapeluche, alors je n'ai pas pris la peine de lui attribuer de points. Mia, quel petit oiseau dodu, monsieur. Tama et Pochi devaient avoir faim, car ils regardaient ma peluche toute fraîche avec délectation. C'est mignon. Mia serra la peluche plusieurs fois de plaisir. Maître, Nana abandonna son travail au pot et se précipita vers moi, le visage impassible. Que se passe-t-il? Permission de m'occuper de cette créature larvaire, je vous prie. Sans quitter la peluche des yeux, Nana la saisit à deux mains, me suppliant.
Tu l'aimes, hein? Oui. Nana hocha la tête avec insistance, l'air toujours aussi impassible. Tellement doux et rond. Vraiment, il est très mignon. Elle frotta sa joue contre le petit poussin en peluche. Malgré son expression inchangée, elle semblait très heureuse. Je suppose qu'elle a moins d'1 an. Je te donne le premier, alors, Nana. Ne sois pas fâchée, Mia. Je vais t'en faire un aussi, ai-je rassuré Mia, qui boudait d'avoir perdu la peluche. J'ai fabriqué un lapin en tissu blanc pour elle, puis une petite poupée Pochi pour Tama, et une autre pour Pochi. C'est un tout petit Tama, monsieur. Le mien est un tout petit Pochi? Pochi et Tama se sont montrés leur poupée avec un grand sourire. Lapin, oui, c'est un lapin. Mia a serré dans ses bras la peluche de lapin qu'elle avait reçue. Arisa, Lulu et Lisa, qui étaient à proximité et qui préparaient le repas, nous regardaient avec intérêt. Je suppose que je serai bientôt obligée de leur fabriquer des poupées à tous. Pendant ce temps, des signes annonçant que le déjeuner était presque prêt commençaient à se faire sentir. J'ai rangé mes outils de fabrication de peluches et j'ai travaillé avec les plus jeunes pour disposer la vaisselle sur la courte pointe. C'est prêt? Je suis sûre que ce sera bientôt, monsieur. Tama et Pochi tournoyaient autour de Lisa tandis qu'elle finissait de manger, l'observant attentivement. Leur impatience était visiblement à son comble, car ils se balançaient d'avant en arrière en rythme. Leur queue s'agitait aussi, bien sûr. Ça sent bon. Oh, j'ai l'estomac qui va me coller au dos. Le délicieux parfum qui émanait de la marmite avait également captivé Mia et Arisa. Apparemment, Pochi et Tama n'étaient pas les seuls à avoir faim. Le repas est prêt, tout le monde. Besoin d'aide? Je vais le porter, monsieur. À l'appel de Lulu, Tama et Pochi se précipitèrent, s'essuyant le visage avec leurs bras. Elles s'agitèrent autour de l'énorme pot que Lisa soulevait, mais il était bien trop grand pour elles deux, alors Lisa le porta simplement elle-même. Pochi et Tama la suivirent avec impatience, la regardant avec excitation. Les plus jeunes finirent de mettre la table, et sur un chœur de « merci pour le repas », une coutume qu'Arisa avait transmise aux autres, le repas commença. Mia connaissait aussi l'expression. Elle expliqua qu'un héros qui avait vécu dans son village elfique avant sa naissance, ce qui, dans le cas de Mia, signifiait au moins 100 ans auparavant, avait popularisé cette coutume. Le déjeuner du jour se composait d'une quiche et de légumes marinés, offerts par l'auberge du front de la porte, accompagné d'un ragoût préparé par Lisa et ses amis. Le ragoût contenait des haricots, des pommes de terre, des oignons et de la viande séchée. Les pommes de terre, coupées de façon un peu étrange, étaient probablement le fruit du travail de Lulu et Nana. Je mangeai une bouchée de ce ragoût épais et crémeux. Une forte saveur salée me vint d'abord à l'esprit, suivie par la saveur prononcée des pommes de terre et de la viande séchée. Peu après, la douceur de l'oignon apporta un peu de réconfort à ce goût salé et âcre. Les haricots ressemblaient à de grosses fèves, mais leur douceur et leur délicieuse saveur rappelaient davantage celle des edamams. J'adorerais les faire bouillir et les déguster frais en encas avec une bière un jour. Comparé aux plats préparés par des chefs plus talentueux comme ceux du Gatefrontin, ce repas ressemblait davantage à la cuisine généreusement assaisonnée d'un célibataire sans prétention, tout en restant appétissant à sa manière. C'est délicieux, Lisa. Lulu, Nana, vous avez été formidables aussi. Merci beaucoup. Lisa répondit à mes compliments d'un air guindé. Mais au fond, elle était probablement contente ou gênée, car sa queue battait la couette. C'est un signe évident. Nana hocha la tête d'un air absent, la peluche à la main, mais Lulu semblait gênée. La cuisine de Lisa est toujours aussi bonne, monsieur. Lisa est la meilleure. Pochi et Tama félicitèrent Lisa à leur tour, leurs cuillères serrées fermement. Bien. Peut-être un peu salé, mais c'est délicieux. Mia et Arisa exprimèrent également leur satisfaction. Maître, le porridge de blé est aussi délicieux, à mon avis. Nana, la seule personne à avoir un repas différent, conclut avec son impassibilité habituelle. Nous ne la harcelions ni ne l'excluions, bien sûr. Les homoncules comme Nana avaient l'estomac fragile pendant les 6 premiers mois environ de leur vie, elles devaient donc soit recevoir des PM directement, soit suivre un régime exclusivement liquide. Cette information était également consignée dans les journaux de Trasayuya, la personne qui avait conçu les homoncules. Je n'en doutais pas. Lorsqu'elle était la subordonnée de Zen au berceau, ils étaient entrés dans une installation appelée « cuve de régulation » pour être approvisionnés en magie et en nutriments. Nana avait déjà dépassé les 6 mois, mais compte tenu des circonstances, nous avons jugé préférable de la maintenir sous régime liquide pendant un certain temps pour voir comment elle s'en sortirait. Le plan était d'introduire progressivement les aliments solides pour éviter tout problème. Si j'avais des compétences comme manipulation magique ou magie pratique, je pourrais restaurer sa magie moi-même, mais aucun membre de notre groupe ne pouvait les utiliser, et j'ai pensé qu'il serait préférable qu'elle mange avec nous de toute façon. Est-ce que ça te suffira, Nana? Maître, ce n'est pas un problème, je l'affirme.
Nana semblait parfaitement satisfaite, mais j'ai décidé de lui offrir de l'eau fruitée plus tard pour lui purifier le palais. Tout le monde semblait manger joyeusement, sauf une personne. Pour une raison inconnue, Mia extrayait les morceaux de viande séchée de son ragoût et les mettait de côté dans un plat plus petit. Mia, ne sois pas difficile. Mange-la, elfe. Ouais, il va falloir que tu en dises plus si tu veux que je comprenne. Comme si elle avait entendu mes pensées, Mia marmonna le mot « viande » et dessina un petit X dans l'air avec son doigt. Oh, alors les elfes ne mangent pas de viande? Ouais, c'est comme ça que les races de fées devraient être. Arisa commenta joyeusement. Certes, il semblait normal que les elfes soient végétariens, mais Mia inclina la tête, incertaine, en entendant sa remarque. Bon, puisqu'il y a une vraie elfe juste devant moi, je devrais poser une question qui me taraude depuis des années. Mia, si les elfes ne mangent pas de viande, à quoi servent vos arcs? Les monstres. C'était logique. Alors, c'était pour se défendre et chasser les monstres? Avant que les filles bêtes ne soient assez fortes pour le combat rapproché, je leur avais demandé d'attaquer à distance en jetant des pierres. Il serait logique que les elfes apprennent à leurs enfants à se battre à distance, à l'arc ou par magie. Mes pensées avaient un peu dévié, mais si ne pas manger de viande faisait partie de la culture de sa race, il valait mieux respecter cela. Eh bien, si tu ne fais pas la fine bouche, ce n'est pas grave. L'attention de Mia se détourna de moi, comme si elle avait remarqué autre chose. J'ai essayé de suivre son regard, mais je ne voyais que l'herbe onduler au vent. Quoi qu'il en soit, je devrais dire à ceux qui serviraient les repas désormais de ne plus mettre de viande dans la portion de Mia. Elle semblait capable de manger un ragoût de légumes dans un bouillon de viande sans problème, nous n'aurions donc probablement pas besoin de préparer un plat à part, comme on le ferait pour une personne allergique. Pochi et Tama finirent de dévorer les petits morceaux de viande du plat de Mia au fur et à mesure qu'elle les retirait. Il était temps de goûter ce qu'ils nous avaient préparé au gâte-frontine. La quiche était restée légèrement chaude dans ma réserve, impossible, d'ailleurs, vu la température extérieure. La réserve offrait une bonne isolation. Il me faudrait faire un test de performance pendant le voyage. Si je pouvais transporter du ragoût et autres plats du même genre et les garder au chaud, préparer des repas serait un jeu d'enfant. En y réfléchissant, j'ai distraitement cassé un petit morceau de quiche et l'ai englouti. Le travail du gâte-frontine était superbe, comme toujours. Le ragoût de Lisa et la quiche de l'aubergiste étaient délicieux, et nous nous sommes tous régalés. La conversation pendant le déjeuner était peut-être le meilleur atout. Après avoir fait la vaisselle et nettoyé le repas, nous avons fait une pause d'environ 1 heure. Si nous n'étions pas pressés, c'était notamment pour permettre aux chevaux de récupérer complètement, mais je voulais aussi laisser les enfants jouer un peu, surtout les jeunes Tama et Pochi. Soldat Tama, soldat Pochi. Oui, oui, monsieur, bonne réponse. Ils me faisaient face, mais leurs oreilles se tendaient dès qu'ils entendaient un bruissement dans les buissons voisins. Ils semblaient prêts à se lancer à toute vitesse dans la prairie herbeuse. J'ai une mission importante pour vous. Allez examiner cette pierre géante immédiatement. Oui, monsieur, je les ai regardés filer comme des flèches. Je vous appellerai quand il sera temps de partir, alors ne vous éloignez pas trop. Leur ai-je crié, par précaution. Au son d'un petit son clair, je me suis retournée et j'ai vu Mia jouer de la flûte à hanche. La mélodie était assez complexe pour un expert. Vous êtes très douée, Mia. Ah bon? Mia pencha la tête, comme si elle doutait de ses capacités, même si elle sembla apprécier le compliment. Princesse Mia, j'aimerais aussi apprendre la flûte de roseau, je vous en prie. Pas, princesse. Nana avait appelé Mia, princesse, lorsqu'elle était encore la servante de Zen. Mia n'en voulait pas à Nana elle-même, mais elle détestait profondément le titre de princesse. Mais princesse Mia, Nana, Mia n'aime pas qu'on l'appelle princesse, alors ne le faites pas, s'il vous plaît. Oui, maître, je vais désormais changer son appellation en Mia, je vous l'affirme. C'était facile. Apparemment, ce nom n'était qu'une habitude. L'expression de Nana, tandis qu'elle s'entraînait, était relativement concentrée, quoique toujours impassible. Lorsque Mia et Nana se blottirent l'une contre l'autre, leurs visages similaires les faisaient ressembler à des sœurs particulièrement proches. Tandis que je les admirais toutes les deux, la voix d'Arisa résonna derrière moi. Lulu et moi allons faire une promenade autour des rochers pour digérer notre déjeuner. Vous vous joignez à nous, maître? Oui, bonne idée. Lisa, ça vous dirait de venir aussi? Oui, avec plaisir. Nous avons donc fait une promenade tous les 4 autour de l'énorme mégalithe. À mi-hauteur de la colline, j'ai aperçu Pochi et Tama courir après un lapin. On mangera peut-être du lièvre grillé ce soir? Pendant notre promenade, Arisa a annoncé qu'elle voulait explorer le sommet de la dalle de pierre. Pour être sûr que ce ne soit pas dangereux, j'ai décidé de grimper en premier. J'ai escaladé le côté en m'aidant des prises, comme quelqu'un de normal. Tu es plutôt agile, n'est-ce pas? Le commentaire d'Arisa m'a rappelé Zena. J'ai demandé à Lisa de la porter pour que je puisse la hisser à côté de moi. Waouh! Quelle belle vue!
Arisa a applaudi et a commencé à examiner le mégalithe, et je l'ai averti de faire attention à ne pas tomber avant de hisser Lulu. Alors que j'aidais Lisa, Arisa m'interpella avec excitation. Maître, viens ici, il faut que tu vois ça. Pourquoi tout ce remue-ménage? Viens ici. Je haussai les épaules et rejoignis Arisa. Lulu et Lisa semblaient tout aussi perplexes face à cette soudaine explosion. Elle me fit un signe de la main tandis que j'approchais. Que voulais-tu me montrer? Regarde ça. Je suivis le doigt d'Arisa, mais je ne voyais que des mégalithes effondrés. Pourquoi voulait-elle me montrer ça? Que devrais-je voir, exactement? Allez, regarde de plus près. Ah, je comprenais maintenant où Arisa voulait en venir. Un taurillé en pierre? Difficile à dire, car ils sont effondrés maintenant, mais je crois qu'il y en avait 3 ici. Je me demande s'il y avait un sanctuaire ou quelque chose comme ça. Pourquoi, me demandai-je, il y avait quelque chose de familier dans la porte Shinto en pierre. Quoi? En fixant la porte du sanctuaire, ma vision se brouilla. N'oublie pas, Ichiro, nous serons toujours ensemble. Une image m'a traversé l'esprit comme un flashback. Quel est ce souvenir? Peu importe le monde, peu importe l'époque, tu seras toujours Ichiro. Bien que le souvenir soit principalement en noir et blanc, les cheveux et les yeux de la petite fille étaient mis en valeur par des couleurs vives. Caché dans l'ombre, son visage était impossible à distinguer. Je me demande si la réincarnation existe. Quand ai-je posé cette question? Et quelle a été sa réponse? Bien sûr que oui, mais il ne sert à rien de s'arrêter à la réincarnation. Maintenant, je me souviens. Derrière elle, je voyais le sanctuaire shintoïste près de la maison de mon grand-père, à la campagne. Cette fille aux cheveux étrangement colorés était-elle donc mon amie d'enfance? Les humains et les dieux ont des durées de vie très différentes. Ils auraient besoin d'une intervention divine pour être ensemble. La fille, vêtue d'une tenue de prêtresse du sanctuaire, exécutait une danse shintoïste traditionnelle. Non, la danse Kagura. Une danse dédiée à une divinité tombée amoureuse d'un humain. Si c'est vous, je suis sûre que vous pouvez. La fille, dont je ne voyais pas le visage, tendit sa petite main vers ma joue. Ressaisis-toi, maître. Quand je repris mes esprits, le visage d'Arisa était juste devant mes yeux. Hein, Arisa? Franchement, comment as-tu pu t'endormir dans un endroit pareil? Tu aurais pu tomber. Je me suis excusée auprès d'Arisa et j'ai lentement regardé autour de moi. Que s'était-il passé? J'ai vérifié le journal, mais je n'ai trouvé aucune trace d'attaque psychique ni rien de similaire. J'ai essayé de me ressaisir et de fouiller dans mes souvenirs, mais j'étais certain que l'entrée du sanctuaire shintoïste, près de l'endroit où je jouais lors de mes séjours d'enfance à la campagne, était simplement rouge comme d'habitude. Et l'amie d'enfance du flashback était totalement différente de ce dont je me souvenais. Elle avait les cheveux et les yeux colorés comme un personnage de dessin animé. À la fin, elle avait même les cheveux arc-en-ciel. À bien y penser, j'avais créé un petit jeu d'Ujin se déroulant dans ce sanctuaire quand j'étais étudiant. Je ne me souvenais pas d'une conversation aussi étrange dans la vraie vie, ce devait être des répliques du jeu. Peut-être que la fatigue de tant de jours sans sommeil commençait à me rattraper. Tu es encore en train de décompresser. Désolé, je me souvenais juste d'un sanctuaire où je jouais quand j'étais petit. Cela me semblait une explication plus simple que, j'ai eu un flashback sur un jeu vidéo de fan que j'ai créé. J'ai repoussé ma rêverie et contemplé les vestiges des portes de pierre du sanctuaire. Des informations ont commencé à surgir autour des ruines. J'avais supposé qu'il s'agissait simplement des vestiges d'une civilisation mégalithique, mais sa véritable identité était bien plus surprenante. J'ai décidé de l'expliquer à Arisa. C'est une porte de voyage cassée. C'était un gadget souvent utilisé dans les jeux vidéo pour offrir aux joueurs un raccourci lors d'un long voyage, mais celle-ci avait été détruite il y a très longtemps. Tu peux la réparer? Certainement pas. Arisa m'avait posé cette question avec enthousiasme, mais j'ai secoué la tête et répondu brièvement mais fermement. Il n'y avait rien à ce sujet dans les données dont je disposais, et il était impossible de reconstituer quelque chose que je ne comprenais pas. L'idée de raccourcir notre voyage à la manière d'un jeu vidéo était séduisante, mais je n'avais pas l'intention de me lancer dans une destination inconnue. Les yeux de Lisa s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut des plantes sauvages comestibles dans l'ombre du mégalithe, et notre promenade se transforma en cueillette. Plusieurs petites fleurs blanches poussaient près des autres plantes. D'après l'écran de réalité augmentée, on les appelait des fleurs d'hiver. Lulu, viens ici une seconde. Oui, qu'est-ce que c'est? Après avoir cueilli une des fleurs blanches, je la plaçai dans les cheveux de Lulu. Oui, ça va vraiment bien avec tes cheveux noirs. C'est mignon. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. C'est une insulte à la fleur de la mettre dans des cheveux comme les miens. Lulu ne semblait pas apprécier les compliments. Son regard erra avec anxiété tandis qu'elle détournait mon commentaire. C'est vrai, j'avais oublié qu'elle était considérée comme laide selon les canons de beauté de ce monde. Quel gâchis. De mon point de vue, elle était d'une beauté incomparable. Oh, je sais, je suis sûre que ça irait bien mieux à Arisa. Lulu a essayé d'enlever la fleur de ses propres cheveux, mais je l'ai arrêtée et j'ai décoré ceux d'Arisa et de Lisa de la même manière.
Le fait d'assortir les autres a dû réconforter Lulu. Elle n'a pas essayé d'enlever la fleur après ça. Globalement, elle semblait plutôt contente, donc ça ne l'a probablement pas dérangé que je la mette là. Nous avons pu choisir autant d'herbes que nous voulions. Il est probable que peu de gens connaissent cet endroit. Ceci dit, comme nous ne voulions pas tout vider et ne rien laisser au suivant, j'ai veillé à ce que nous nous arrêtions avant d'en prendre trop. J'aurais bien aimé avoir emporté mon sac de garage, mais j'ai utilisé mon manteau pour ramener les plantes. Je pouvais utiliser mon écran de réalité augmentée et ma compétence « analyse » pour plus de détails sur notre butin, donc je n'ai pas eu le temps de sortir les livres que j'avais achetés à Serious City, plantes comestibles pour votre voyage et encyclopédie des herbes médicinales. En plus de la flore comestible diversifiée, nous avons trouvé de petites quantités de diverses herbes médicinales pour aider à arrêter les saignements et à prévenir les maux de tête. Au sifflement de la flûte de roseau, nous sommes retournés à la calèche où Nana et Mia nous attendaient. À en juger par la position des points sur la carte, Pochi et Tama seraient bientôt de retour, alors j'ai demandé à Lulu de préparer du thé. Lisa et moi avons rangé les plantes sauvages dans le sac de rangement. Sous la direction de Mia, Nana avait elle-même acquis une certaine maîtrise de la flûte de roseau. Cela semblait avoir éveillé l'esprit de compétition d'Arisa, qui criait et arrachait une mauvaise herbe sous ses pieds. Je ne vais pas perdre. Je vais te montrer les pouvoirs que j'ai appris en jouant avec les enfants du quartier jusqu'au collège. Arisa klaxonnait avec détermination sur sa flûte de roseau. Elle était assez douée pour une enfant qui joue, mais elle n'était même pas comparable à Mia. J'ai cueilli un brin d'herbe similaire et j'ai essayé. Plus grand que compétence acquise, musicalité, plus grand que compétence acquise. Fabrication d'instruments, plus grand que titre acquis. Instrumentiste de la nature, il était trop tard maintenant, mais je doutais que choisir une hanche et jouer de la musique avec mérite vraiment la compétence, fabrication d'instruments. J'ai joué une seule mesure sur l'instrument de fortune et je me suis arrêtée. Un rire étouffé s'échappa d'Arisa malgré tous ses efforts. Lulu arborait une expression complexe mais se retenait d'émettre un son. Lisa résista judicieusement à toute réaction visible, et Nana resta inexpressive comme toujours. Satou, Mia me regarda avec incrédulité, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Ne me regarde pas comme ça, d'accord ? Je n'avais pas prévu d'allouer de points aux nouvelles compétences que j'avais acquises, mais devant la réaction choquée de Mia, j'ai décidé d'en mettre quelques-uns dans musicalité. J'ai juste pensé que cela pourrait être utile pour chanter des sorts, car cela semblait nécessiter un certain sens du rythme. Certainement pas, car j'étais mortifié d'être sourd. Pas le moins du monde. BWAA, contempler la puissance d'une compétence musicianship de niveau 10. Waouh, on dirait un musicien vraiment talentueux qui imite un très mauvais musicien. Maître, j'ai détecté des anomalies dans votre effecteur acoustique. Un réglage est nécessaire, je vous le conseille. Arisa et Nana pouvaient être si cruels. Interdit. Mia m'a confisqué le flûte à hanche que j'utilisais. J'étais juste un peu faux, n'est-ce pas ? Même la compétence, musicalité, n'était pas suffisante pour compenser mon inaptitude. Maître, je suis sûr que vous vous améliorerez avec la pratique. Je crois en vous, maître. Merci, Lulu. Vous êtes très gentille. Lulu a eu la gentillesse de me réconforter alors que je sombrais dans le désespoir. Quel héros. Pour ne pas l'inquiéter, j'ai répondu avec mon plus beau sourire. Remplaçante. Mia m'a donné un petit coup d'épaule en parlant, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle essayait de me dire. Arisa a interprété. Vous avez de la chance, maître. Mia dit que si vous voulez entendre de la musique, elle la jouera à votre place. Mia a confirmé la traduction d'Arisa d'un air satisfait. J'aurais aimé qu'elle dise quelques mots de plus. Merci, Mia. Tant qu'à faire, j'ai remercié Arisa pour son interprétation. Compris, monsieur. Pendant que nous jouions de la musique végétale, Pochi est revenue de l'autre côté de la colline. Elle tenait fièrement un lapin à deux mains. Pour un lapin, ses oreilles étaient plutôt courtes. D'ailleurs, d'après l'écran de réalité augmentée, on l'appelait un lapin à oreilles courtes, la même espèce que nous avions mangé rôti entière au gâteau-frontine. Pochi était couverte d'herbe et de terre de la tête aux pieds, mais elle arborait un large sourire. J'ai accepté sa proie et l'ai tendue directement à Lisa. Elle est petite, alors je suis sûre qu'on peut la saigner avant de partir. Lisa a sorti une dague et a habilement tranché la gorge du lapin, puis l'a soulevé par les pattes arrière pour laisser le sang s'écouler. Maître, puisque nous avons acquis cette précieuse viande, j'aimerais beaucoup la dépecer avant notre départ. Est-ce permis ? Oui, ça me va. C'était le prix de Pochi, après tout, et nous n'étions pas particulièrement pressés pour ce voyage. Mademoiselle Lisa, pourriez-vous me montrer comment faire ? Vous êtes très avide d'apprendre, n'est-ce pas, Lulu ? Très bien, je vais vous expliquer, alors vous pourrez vous en occuper sous ma surveillance, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle Lisa. Lulu se chargea donc de dépecer le lapin. Arisa s'approcha de moi en titubant, probablement perturbée par l'odeur du sang. Je ne la blâmais pas.
J'ai attrapé Pochi alors qu'elle allait assister au dépeçage du cadavre, et j'ai brossé un peu d'herbe et de terre sur sa tête. L'intérieur du carrosse serait couvert de débris terreux si elle y montait dans cet état. Je lui ai demandé de se laver à l'eau et de se changer. Tes cheveux sont tout sales aussi. Dois-je la laver, monsieur? Bien sûr, on a de l'eau chaude, alors autant le faire. J'ai demandé si Mia pouvait utiliser la magie de l'eau pour un sort comme lavage doux de la magie quotidienne, mais j'ai reçu un non sec. Dommage. Comme il était inutile de se plaindre de ce qu'on n'avait pas, on a dû se laver avec des moyens ordinaires. J'ai versé l'eau chaude dans une bassine et l'ai remplie d'eau froide. J'en ai mis trop, et le résultat final était plutôt tiède. Je me suis dit que Tama reviendrait probablement sale aussi. J'ai rempli la bouilloire et je l'ai remise sur le feu. Au moment où Pochi avait fini de faire la vaisselle, Lisa avait fini de saigner le lapin et commençait ses instructions rigoureuses pour le démonter. À un moment donné, Nana avait également rejoint la leçon. Mia n'était pas intéressée, car elle ne mangeait pas de viande. Arisa ne semblait pas non plus vouloir s'en mêler. Elle avait tourné le dos à la scène et s'était plongée dans un grimoire. Pochi semblait prête à se secouer comme un vrai chien, alors je l'ai arrêtée et je l'ai soigneusement séchée avec une serviette. Mii, j'aide la Mii. Tama est tellement douée, monsieur. Derrière moi, Tama est revenue en courant avec un joyeux rapport. Qu'a-t-elle attrapé, je me demande? Un oiseau, peut-être? De la viande? Mia a incliné la tête. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est adorable. Au cri joyeux d'Arisa, je me suis retournée, curieuse. La prise de Tama était vraiment mignonne. Avec sa fourrure douce, c'était le genre d'animal attachant qu'on pourrait trouver dans une animalerie. La créature inconsciente, semblable à un chiot, avait un pelage bleu foncé avec une touffe de poils orange dressée sur la tête. Elle, laisse-moi le tenir une seconde. D'accord. Arisa a pris le chiot évanoui dans ses bras. D'après l'écran de réalité augmentée, c'était un monstre appelé loup fusée. Il n'était que de niveau 1. J'ai cherché d'autres membres de son espèce sur la carte, mais je n'ai rien trouvé. Peut-être que l'armée du duc avait exterminé ses parents, ou quelque chose comme ça. La compétence, vérification de statut, d'Arisa aurait dû le lui dire, mais j'ai décidé de la mettre en garde, au cas où. Je sais qu'il est mignon, mais c'est encore un bébé monstre, alors fais attention. Ok. Le louveteau commençait à se réveiller lorsque Tama le tendit à Arisa. Aïe, le petit loup se tordit violemment, se libérant de l'emprise d'Arisa et s'enfuyant. Tama se précipita frénétiquement pour l'attraper, mais le loup fusée lança un jet de gaz par-dessous, se propulsant juste au-dessus de la tête de Tama, à environ 5 mètres. On aurait dit un manga humoristique. Mon petit, Tama se précipita à sa poursuite, mais elle ne put suivre la tentative désespérée du louveteau de se libérer et revint bientôt, peinant à se relever. Il s'est échappé. Tama, je suis désolé. C'est ma faute si je ne l'ai pas retenu. Ce n'est rien. S'excusa Arisa, mais Tama secoua faiblement la tête. Maître, je suis désolé. Je n'ai pas réussi à attraper la viande. Tama s'approcha de moi et s'excusa, l'air abattu. Je tendis la main vers sa tête pour la réconforter, mais elle dut me croire en colère. Ses oreilles s'aplatirent de peur. Je ne vous en voudrais pas si vous perdiez une seule prise, la rassurai-je en lui caressant doucement la tête. Tant que tu vas bien, il y aura toujours une prochaine fois. Je ne veux juste pas que tu en fasses trop et que tu te fasses mal. D'accord? D'accord. Tama ouvrit les yeux avec précaution et leva les yeux vers moi. Tama fera encore mieux la prochaine fois, déclara-t-elle en essuyant les larmes qui perlaient au coin de ses yeux. J'en suis sûre, murmurai-je doucement en lui ébouriffant les cheveux. C'était au tour de Lulu de conduire le carrosse l'après-midi, mais Lisa avait mentionné qu'elle aimerait apprendre aussi, alors je l'ai nommé professeur. Les autres chantaient tous au son du flûte à bec de Mia. L'air en question était un générique de dessin animé qu'Arisa avait fredonné à Mia pour qu'elle le lui apprenne. Le spectacle devait être obscur, car les paroles ne me semblaient pas familières. J'étais trop vieille pour me joindre au cœur innocent des enfants. Je m'adossais au panneau arrière du carrosse et contemplais le ciel. J'ai pensé faire une sieste, mais j'ai finalement décidé d'en profiter pour parcourir le livre de sorts de magie des ombres de Zen. Contrairement à ceux pour débutants, ce volume abordait d'emblée les incantations et les notes manuscrites, probablement de Zen, et il semblait assez avancé. Malgré tout, j'avais déjà lu plusieurs manuels d'introduction et livres de sorts pour débutants, du début à la fin, à plusieurs reprises pendant mon temps libre, ce qui me permettait de comprendre plus ou moins la syntaxe de la magie. De plus, la capacité à suivre un flux d'idées complexes était une compétence clé pour un programmeur. Je n'ai eu aucun problème. En fait, cela ressemblait à un livre pour enfants comparé au code spaghetti incompétent d'un vétéran autoproclamé qui avait rejoint mon entreprise il y a quelque temps. Éteindre ces incendies avait été une tâche herculéenne. L'auteur semblait avoir délibérément rendu le texte particulièrement difficile à suivre, mais cela n'était pas assez sournois pour m'arrêter.
La façon dont les variables et les codes changeaient de sens selon la section que je lisais me rappelait désagréablement l'époque où j'étais assembleur, mais il me suffisait de les diviser par section. Le décoder devint un jeu d'enfant. Cela m'aurait peut-être pris un peu plus de temps auparavant, mais grâce à mon INT si élevé, je pouvais feuilleter le livre et assimiler les informations avec une facilité déconcertante. Je n'y avais pas pensé lors de ma première lecture d'un manuel de bas niveau, mais plus j'en apprenais sur la magie de ce monde, plus je réalisais son étonnante ressemblance avec un langage de programmation. Comme si celui qui avait inventé la magie avait été lui aussi programmeur. J'ai senti une chaleur dans la paume de ma main. Peut-être que Pochi ou Tama s'amusaient avec. J'ai repoussé cette idée et je suis retourné à mon analyse de sorts. Bientôt, j'ai terminé mon étude de la magie des ombres élémentaires et j'étais prêt à passer à la magie quotidienne. Mon objectif principal était de découvrir comment utiliser la magie de l'eau pour reproduire le sort de magie quotidienne, lavage doux, que je désirais depuis que j'ai des Pochi à faire la vaisselle. Dès que j'ai commencé à étudier la magie quotidienne, j'ai réalisé à quel point elle était différente. Elle était fondamentalement différente de toutes les autres magies. La première permettait aux utilisateurs de transformer ou de créer des choses librement, à condition de respecter les lois de la magie, tandis que la seconde ne pouvait faire appel qu'à des fonctionnalités existantes fonctionnant comme une boîte noire. Au mieux, on ne pouvait faire que des choses comme étendre la portée d'un sort. Dans ce cas, recréer la magie quotidienne avec la magie de l'eau serait impossible. Tout comme Mia avait copié le fredonnement d'Arisa à l'oreille, je devais réfléchir aux techniques nécessaires à la magie quotidienne et copier-coller des éléments existants de la magie de l'eau dans la formule pour fabriquer un nouveau sort. Je ne pouvais m'empêcher d'apprécier ce genre de recherche et d'analyse. Lentement mais sûrement, je me suis complètement perdu dans les profondeurs de la contemplation. J'aurais pu rester ainsi des heures. J'ai senti quelque chose de doux et de souple sous ma main. Fermant le menu plein écran qui obscurcissait ma vision, j'ai regardé et j'ai découvert qu'Arisa avait pressé ma main sur la poitrine généreuse de Nana. Oh, mes doigts s'enfonçaient. Instinctivement, j'ai serré légèrement ma main. Mia et Arisa ont rapidement arraché ma main de son paradis. Obscène. Et, tu comptes faire ça encore longtemps? Lâche-la. Mia était une chose, mais Arisa était terriblement impolie, vu que c'était elle qui avait posé ma main là. Nana a baissé la tête et posé une main sur son sein droit, là où je l'avais serré. Bien qu'elle ait l'air d'une adulte, elle avait en réalité moins d'1 an. J'ai ouvert la bouche pour m'excuser. Elle a levé les yeux sans rougir et a penché la tête d'un air interrogateur. Maître, voulez-vous toucher le gauche aussi? Puis-je? Sur la suggestion pieuse de Nana, j'ai instinctivement tendu l'autre main, mais Arisa s'est vite interposée entre nous. Du coup, sa poitrine plate a arrêté net ma main. Très décevant. Comment ça, puis-je? Arisa beugla, ses cheveux lilas complètement ébouriffés. Satou, tu ne dois pas être indécente. C'est inconvenant. Tu ne devrais pas toucher le corps d'une femme célibataire, tu sais. Alors, pas de contact. À genoux, Mia me réprimanda avec des phrases inhabituellement longues. C'est l'instinct maternel d'un homme de vouloir toucher des seins généreux, d'accord? Même si ça me paraît assez grave maintenant que j'y pense, alors je ferais mieux de garder ça pour moi. La tête de Nana s'inclina davantage tandis que les 2 filles devant moi explosaient de colère. Son visage suggérait qu'elle ne comprenait pas ce qui les avait contrariées. Il faudrait que je demande à Lulu ou à Lisa de lui expliquer bientôt. Bonjour, monsieur, Maya. Pochi et Tama s'étirèrent et bâillèrent, réveillés par le vacarme. J'avais cru qu'elles faisaient exprès de se taire, mais je suppose qu'elles étaient épuisées par les chants et qu'elles s'étaient endormies. La vue de Pochi et Tama se frottant les yeux d'un air endormi avait calmé la fureur de Mia et Arisa, et elles sombrèrent dans le silence. Leurs joues étaient encore gonflées d'une pointe de rage boudeuse. Il était temps de gérer la situation comme un adulte. Je ferai de mon mieux pour éviter tout contact inconsidéré à partir de maintenant. Tu as l'air d'un politicien véreux, mais bon. Je te pardonne. Un adulte devrait faire preuve de plus de discrétion. La prochaine fois que tu auras envie de toucher à quelque chose, parle-en à ta chère Arisa. On aura une séance privée rien que pour toi, d'accord? Aime Arisa. Les paroles désinvoltes d'Arisa firent d'elle la nouvelle cible de la colère de Mia. Heureusement, je pus les laisser régler l'affaire et retourner au siège du cocher avec Lisa et Lulu. Maître, on aurait dit qu'Arisa faisait des histoires. Il s'est passé quelque chose? Grâce au fracas de la calèche, Lulu n'avait pas entendu l'incident à l'arrière. Oh, on s'est juste laissé distraire par une farce d'Arisa. Vraiment? Après avoir esquivé la question de Lulu, je me suis tournée vers Lisa pour changer de sujet. Alors, tu as pris le coup de main pour conduire la calèche? Oui, grâce au conseil de Lulu, je peux nous guider sans problème, même si je suis encore nerveuse quand on croise des gens et que les chevaux ne vont pas droit. Tu t'y feras. Lisa tenait toujours les rênes de la calèche et semblait se débrouiller toute seule. Maintenant, on pouvait faire une rotation à 3, Lulu, Lisa et moi. Maître, j'aimerais bien conduire la calèche aussi, je t'en prie.
Bien sûr, tu peux prendre la place de Lisa après la prochaine pause et lui demander de t'apprendre, d'accord? Oui, maître. Maintenant que Nana était intéressée aussi, on aurait bien pu avoir 4 chauffeurs le lendemain. Comme je n'entendais plus Mia faire la leçon à l'arrière, j'ai passé la tête. Arisa avait eu quelques mots bien sentis pour la rapidité avec laquelle je l'avais abandonnée. Normalement, je l'aurais ignoré, mais comme cette fois, son imprudence m'avait laissé un bon souvenir, j'ai décidé de l'écouter. Ses plaintes ont cessé étonnamment vite, j'ai décidé d'aller droit au but avec mes questions. Alors, qu'est-ce que tu essayais de faire? Rien, vraiment. Enfin, tu n'as rien répondu du tout, même les yeux ouverts. Tu te comportais bizarrement sur le rocher, alors je me suis impatientée. Voilà pourquoi Arisa était si outrée. Je n'avais aucune excuse. Il faudra que je me souvienne de fermer les yeux quand j'utiliserai le menu en plein écran. Je suis désolée, j'étais tellement concentrée sur la création d'un nouveau sort que j'ai tout perdu. Un nouveau sort? Hurla Arisa de surprise, coupant court à mes excuses. Qu'en pensez-vous, maître? Vous êtes chercheur en sort? Non, j'essayais juste d'en créer un à partir d'une idée que j'ai eue il y a quelque temps. Arisa parut très intriguée. Mais quel sort utilisiez-vous? Comme je l'ai dit, j'en créais un nouveau. On ne peut pas créer un sort comme ça. Il faudrait des décennies de travail, des fonds et des ressources humaines considérables à un institut de recherche pour réaliser une chose pareille. Cela semblait exagéré. Peut-être pour un sort de magie tactique à grande échelle, ou quelque chose comme ça. C'est ça? J'essaie juste de créer un sort de magie de l'eau qui ressemble au lavage d'eau magique quotidien, c'est tout. C'est tout, hein? J'ai haussé les épaules en corrigeant le malentendu d'Arisa. Mais elle n'a pas semblé convaincue. Puisque nous en parlions de toute façon, j'ai décidé de consulter Mia, car j'avais prévu de lui demander de l'aide pour l'expérience. Elle étudiait un livre de sorts juste à côté de moi quand j'ai dit « Il est presque prêt, alors j'espérais que tu pourrais l'essayer pour moi la prochaine fois qu'on fera une pause, Mia. » Ça te dérange? Bien sûr. Mia ayant accepté sans hésiter, je devais perfectionner le sort avant notre prochaine pause. J'ai consulté mon journal et j'ai constaté que j'avais obtenu le titre de chercheur, mais aucune compétence utile comme magicologie ou création de sorts. Oh, j'avais oublié ce qu'Arisa voulait dire. Je m'excusais de m'être éloignée du sujet et lui demandais pourquoi elle avait voulu attirer mon attention. J'espérais qu'il y aurait un plateau ou quelque chose pour jouer aux cartes dans le wagon. Tu as quelque chose? Des instruments. J'avais du bois, mais il serait difficile de fabriquer quoi que ce soit pour le moment. J'avais techniquement les compétences nécessaires pour fabriquer un instrument de musique comme le voulait Mia, mais je n'avais ni instruction ni recette, donc impossible. De toute façon, les documents que j'avais sous la main ne contenaient rien d'utile. Je n'ai rien sur moi, non. On s'arrêterait en ville demain pour acheter des cartes, des instruments, etc. Le village le plus proche était une petite ville appelée Kainona. Elle ne comptait qu'environ 3000 habitants, mais il serait probablement facile de trouver les articles demandés. Je voulais acheter un set de table en bois de toute façon. Un plan de travail serait aussi le bienvenu. Alors que notre voyage se poursuivait dans l'après-midi, ma version de la magie de l'eau d'un sort de nettoyage prenait forme. Cette fois, je pris soin de fermer les yeux pour ne pas inquiéter qui que ce soit. Lorsque j'atteignis un bon point d'arrêt et ouvris les yeux, je me trouvais sous une pile de petites filles, mais avec le froid, leur chaleur corporelle était bienvenue. À chaque pause de 2 heures, je demandais à Mia de tester mon nouveau sort à titre expérimental. À la première pause, je constatais une erreur d'inattention qui empêcha la magie de s'activer, mais à la deuxième tentative, l'expérience fonctionna avec succès sur du linge. Cela consommait un peu trop de magie, il me faudrait donc l'améliorer pour la prochaine pause. Environ 1 heure après notre deuxième pause, j'avais plus ou moins terminé mes révisions. J'avais quelques autres sorts de référence pour réduire le coût magique, et j'ai donc compris assez facilement. Ne voulant pas passer trop de temps à développer le nouveau sort, je consultais la carte pour vérifier notre position actuelle et trouver un emplacement pour la nuit. Le site que j'avais initialement choisi était la rive d'un étang, à environ 40 km à vol d'oiseau de Serious City, mais notre progression avait été plus lente que prévu. L'horloge de mon menu m'a surprise, alors j'ai réveillé Arisa de sa sieste sur mes genoux. Arisa, NN, quoi, je n'ai rien fait. À moitié endormie, Arisa se frotta les yeux et se redressa. Arisa, j'ai une question. Combien d'heures y a-t-il dans une journée ici? 24, c'est ça? Comme la tour de l'horloge du château était interdite d'accès, je n'avais que le son des carillons qui annonçaient l'heure. À bien y penser, je n'avais pas vu d'horloge non plus à Serious City. Et je ne me souvenais pas d'en avoir croisé une quand nous étions au château. Je vois. Alors tu ne sais pas combien de temps dure 1 heure ici, pas vrai? Eh bien, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Pourquoi, tu crois que non? J'ai hoché lentement la tête. Oui, une de mes compétences uniques me permet de déterminer l'heure qu'il est ici. Quand je l'ai comparé à l'horloge du téléphone portable que j'avais apporté de l'autre côté,
la durée d'1 minute était la même, mais... J'ai marqué une pause, puis j'ai expliqué ma récente découverte à Arisa. Je crois qu'1 heure équivaut à 70 minutes. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que je remarque de mes propres yeux que l'affichage des minutes affichait 60 secondes. En regardant, il continuait à 69 secondes, puis revenait à 00 secondes, il n'y avait donc pas d'autre explication, à ma connaissance. Et si chaque heure était de 70 minutes, alors chaque jour durerait 28 heures. Vraiment, je pensais que puisqu'une année dure 300 jours ici, les choses seraient différentes dans l'autre monde, mais peut-être que c'est à peu près pareil? Une année dure 300 jours? C'est une nouvelle pour moi. Puisqu'un mois dure 30 jours, chaque année compterait 10 mois. Converti en 24 heures, cela ferait 350 jours, soit une différence d'environ 4%. Donc, sur un siècle, il y aurait un écart d'environ 4 ans. J'ai partagé les résultats de mon calcul mental avec Arisa. Malgré tout, je m'attendais à ce qu'un changement de 4 heures dans la durée d'une journée me perturbe physiquement, mais je ne me sentais pas du tout dérangée depuis mon arrivée. Franchement, comparé au retour à la normale de mes 15 ans, un léger changement de santé n'était pas un détail. Bon, d'accord, ma découverte m'avait distrait, mais il était temps de retourner à la carte et de calculer la distance qui nous restait avant le campement prévu. Nos pauses devaient être trop longues, ou peut-être mon estimation initiale était-elle naïve. À ce rythme, le soleil se coucherait bien avant notre arrivée. Il serait difficile d'installer un campement pour la première fois dans l'obscurité totale. J'ai décidé de chercher un autre emplacement. D'après le livre « Conseils de camping » que j'avais acheté à Serious, allumer un feu dans une zone bien visible risquait d'attirer des monstres de type insectes, alors j'ai préféré camper à l'ombre d'une petite forêt en chemin. L'endroit serait parfaitement visible depuis les collines avoisinantes, mais les seuls monstres qui rôdaient dans cette direction étaient extrêmement éloignés. J'ai décidé qu'ils ne poseraient aucun problème. J'avais acheté un produit appelé « poudre anti-monstre », mais je voulais respecter la sagesse de mes prédécesseurs, au cas où. J'ai informé Lisa du changement de plan. Comme nous n'avions ni carte ni adresse, le mieux que je pus lui dire fut « Nous installerons notre camp près de la forêt, au-dessus de cette colline ». J'avais bien la carte que Nadie de l'épicerie nous avait dessinée, mais ce n'était qu'un croquis et cela ne nous serait pas d'une grande utilité dans ce cas précis. Il aurait certainement été plus facile de lui expliquer mes compétences uniques, mais j'essayais de garder le menu, en particulier les systèmes de cartes et de stockage, secrets. Entre cela, l'énorme trésor que je possédais dans le stockage et mon niveau 310 avec une multitude de compétences, je cachais beaucoup de choses. En fait, j'avais probablement caché plus d'informations que je n'en avais partagées. Ce n'était pas que je ne faisais pas confiance à tout le monde, c'était une question de sécurité. S'il n'était pas au courant, il y avait peu de risques qu'il laisse échapper quelque chose ou fasse des commentaires qui pourraient laisser entendre quelque chose aux autres. Non, ma politique était de semer le moins de problèmes possible pour que ma visite touristique se déroule sans encombre et en toute sécurité. Alors, pour réduire le risque de semer le trouble, je gardais secret mon niveau et mes compétences. Au maximum, je ne donnais que de vagues explications comme « En fait, je suis d'un très haut niveau, je suis doué pour repérer les ennemis » ou « Je suis un peu touche-à-tout ». Finalement, une fois que tout le monde fut assez fort pour se protéger ou que nous eûmes gagné de puissants soutiens, je me suis dit que je leur en parlerais un peu. Comme nous avions changé de campement, nous sommes arrivés bien avant le coucher du soleil. Donc, on n'ira pas au village aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit, non? Arisa soupira, et je haussai les épaules. À l'époque où il voyageait avec le marchand d'esclaves Nidoren, ils s'étaient toujours assurés d'installer leur campement sur la place d'un village, même si les villageois les évitaient. Camper sans la protection des poteaux de barrière était un comportement imprudent propre aux sans-abri et aux voleurs. Ne vous inquiétez pas, j'ai acheté de la poudre répulsive pour le camping. Vous allez faire faillite en un rien de temps si vous utilisez un produit chimique aussi cher tous les jours. Arisa secoua la tête, incrédule. Apparemment, la poudre répulsive était destinée aux urgences, lorsqu'on n'avait d'autre choix que de camper sans aucune habitation humaine à des kilomètres à la ronde. Pourtant, elle ne coûtait qu'une pièce d'argent pour une nuit. Si une seule pièce d'argent suffisait à assurer la sécurité de mon groupe, le prix en valait largement la peine. Mais comme je ne leur avais pas parlé de la fortune qui dormait dans mon entrepôt, je les avais inquiétés. La prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je ferai savoir à Arisa et aux filles plus âgées que je pouvais dépenser quelques centaines de pièces d'or sans problème. Bon, puisqu'il est encore un peu tôt, allons chasser. Une fois le camp installé, j'ai proposé quelque chose à tout le monde. La raison, bien sûr, était que Tama puisse se venger. Je voulais effacer ses regrets par un souvenir heureux au plus vite. Je ferai de mon mieux, monsieur. Moi aussi, cette fois, je vais attraper quelque chose d'énorme. Maître, je viens aussi. Monsieur RRR, Arc. Mia voulait participer aussi, mais elle ne pouvait pas se joindre à l'action sans Arc. Sa magie habituelle prenait un certain temps à s'activer,
elle n'était donc pas adaptée à la chasse aux proies. Alors, pourquoi ne pas pratiquer la magie, toi et moi? Mia boudait, mais Arisa est arrivée à la rescousse. Je lui ai tendu un morceau de papier avec la version finale du nouveau sort, maintenant avec une explication en elfique. J'éplucherai des légumes pour le dîner de ce soir avec madame. Nana, je ferai ce que je peux, je vous le déclare. Super, merci. Une fois que Lisa eut donné des instructions pour préparer le dîner à Lulu et Nana, les filles bêtes et moi quittâmes le campement. Naturellement, je pouvais difficilement partir en randonnée avec une longue robe. J'avais enfilé une chemise à manches longues et un pantalon. Pochi et Tama avaient également enfilé chemise et pantalon. Au lieu d'armure, je leur ai donné de lourds manteaux pour plus de protection. Nous avons marché tous les 4 vers les contreforts. Sur ma carte, j'ai vu un troupeau de cerfs élaves plus loin. Ah, un lapin, monsieur. Attendez un instant, Pochi, appela Lisa. Pochi aperçut un lapin à oreilles courtes et se lança à sa poursuite. J'avais demandé à Lisa de protéger Pochi, alors elle s'est précipitée derrière elle après un bref coup d'œil dans ma direction. Vous ne courez pas après le lapin? Tama veut une proie plus grosse que ça, dit Tama d'un ton sec. J'espérais qu'elle parviendrait à abattre le cerf rapidement et à retrouver sa langueur habituelle. Faisant semblant de chercher une proie, je guidai doucement Tama en direction du troupeau. J'ai trouvé quelque chose. Oh, des cerfs. Vu le nom de « cerfs rouges », je m'attendais à des couleurs vives, mais seule la fourrure de leur poitrine était rouge. Le reste était de la même couleur que celle d'un cerf normal. Tama et moi nous rapprochâmes du groupe par le vent. Malheureusement, ils sentirent notre présence et prirent la fuite. La jeune femme bête se lança immédiatement à leur poursuite, mais elle ne put suivre le cerf en fuite. Je la rattrapai avant qu'elle ne s'éloigne trop. Ils se sont enfuis. Ce n'est rien, il reste encore beaucoup de proies. Le troupeau serait probablement en alerte maintenant, mais nous pourrions simplement attendre un peu et réessayer. Nous avons trouvé un endroit d'où nous pouvions observer les cerfs élaves de près et avons élaboré une stratégie ensemble. Cela aurait été plus facile si Tama avait une compétence lui permettant de les approcher furtivement, mais il nous fallait trouver un autre moyen. Nous avons décidé que je jouerais le rôle d'un rabatteur et que je les conduirais vers Tama, qui lancerait des pierres pour en abattre un. Comme élever la voix sans précaution alerterait les cerfs, Tama et moi avons conçu des signaux manuels. Nous en avons retenu 3 seulement, attaquer, attendre et fuir, afin qu'elle puisse les mémoriser plus facilement. Laissant Tama où elle était, j'ai fait le tour d'eux à une distance plus grande qu'auparavant. En chemin, j'ai ramassé quelques pierres à lancer. Faisant signe à Tama d'attendre, j'ai bondi devant le troupeau et les ai conduits vers elle. Une fois à sa portée, j'ai donné le signal d'attaque à la jeune fille impatiente. Le cerf élaf l'a remarqué et a commencé à se disperser, alors j'ai lancé le signal. Les pierres que j'avais ramassées plus tôt pour les effrayer et les ramener sur leur trajectoire. Mes projectiles fusèrent dans les airs à la vitesse d'une balle, creusant de larges trous dans le sol devant le troupeau. Alors que les cerfs paniquaient, Tama se mit à lancer ses propres pierres. La première pierre effleura le dos d'un seul animal, mais la seconde atteignit un autre cerf en pleine tête. La distance lui peinait à tirer. Le reste du troupeau bondit à toutes jambes, abandonnant son compagnon à terre. Le cerf blessé peinait à se relever et à courir, mais Tama était déjà sur place et porta rapidement le coup de grâce avec son épée courte. Gros proie, félicitations, Tama. Tama rayonnait et souleva le cerf élaf en triomphe. Détachant mon regard du regard réprobateur du cerf mort, je caressai chaleureusement la tête de Tama et la félicitai. Nous accrochâmes la carcasse à un arbre voisin pour commencer à la saigner. J'avais sorti une corde du stockage à cet effet pendant que Tama ne regardait pas. Comme nous avions laissé le sac de rangement au campement, Tama et moi cherchâmes un bâton solide pour nous aider à ramener le cerf. Comme aucune des branches tombées n'était de la bonne taille, nous finissâmes par plier un arbre assez fin vers le sol et en couper une branche avec une dague pour en faire une perche. Ensuite, nous attacherions les pieds à notre perche et la ramènerions ensemble au campement. J'aurais pu la porter seule sur mes épaules, mais j'ai renoncé, pour éviter les puces. Une fois le gibier presque entièrement saigné, Tama et moi la soulevâmes et la ramenâmes au campement. Pfeu, waouh, incroyable, monsieur. Lisa, c'est de la viande, monsieur. Tama et Maître ont rapporté de la viande énorme, monsieur. Pochi semblait ravi de nous voir, Tama et moi, revenir avec le cerf élaf, courant en rond avec une telle excitation que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Tout le monde s'était rassemblé au campement, sauf Arisa et Mia. Lisa et Pochi étaient rentrés tôt. Bon retour, maître. Quel magnifique gibier vous avez apporté. Vous avez dû travailler dur aussi, Tama. Ouais, les oreilles et la queue de Tama se dressèrent aux mots de Lisa, et elle répondit avec fierté. Maître, bon retour. Madame Tama, tu as fait un excellent travail. Maître et Tama, je vous félicite pour votre travail. J'ai fait mon maximum? Lorsque Lulu et Nana la complimentèrent à leur tour, Tama réagit avec une timidité inhabituelle.
Comme Lisa était venue nous saluer, je lui tendis la perche avec le cerf et l'af. Lisa l'accepta sans hésiter et commença à le dépecer avec Lulu. C'était peut-être mon imagination, mais sous son air digne, je sentais une envie de danser de joie, probablement à cause du mouvement rythmique de sa queue. De la viande, de la viande. C'est de la viande, monsieur. De la viande. Pochi et Tama chantèrent une chanson de viande en sautillant pour encourager Lisa qui dépeçait le cerf. La chanson seule ne suffisait apparemment pas à exprimer leur soutien, et elles créèrent même leur propre chorégraphie étrange. Oh là là, quelle prise impressionnante. De retour. À ce moment-là, Arisa et Mia revinrent. Leur expérience magique semblait avoir été un succès. Mia s'approcha aussitôt et s'accrocha à moi comme une enfant. Excusez-moi, Mia, ce n'est pas juste. Trop. En voyant Mia frotter son visage contre mon torse, Arisa grommela d'un ton irrité. Si elle est si contrariée, elle pourrait bien venir me prendre dans ses bras aussi, vraiment. Tant qu'elle ne cherche pas à me harceler sexuellement, ça ne me dérange pas de lui donner autant de câlins que nécessaire. Une fois Mia satisfaite du contact physique, je lui demandai de me faire une démonstration du sort. Lavage à bulles à Wasenjo. Une mousse s'éleva du seau d'eau à proximité et aspira la saleté. Même si quelques bulles collaient à mon corps, je ne me mouillais pas. Comme prévu, c'est un succès. Merci, Mia. Mia m'a de nouveau serré dans ses bras, l'air ravi, et je lui ai caressé la tête. J'ai appelé les filles bêtes, puisqu'elle était allée dans les montagnes, et j'ai demandé à Mia de les nettoyer elles aussi avec de la magie. Lisa s'était déjà changée et lavait les mains, mais je me suis dit qu'elle voudrait peut-être essayer le nouveau sort avec les autres quand même. C'est remarquable. Je suis la prochaine, j'imagine? Impossible. Pourquoi pas? Oh, tu n'as plus de magie, n'est-ce pas? C'était un sort pratique, mais les ressources excessives qu'il nécessitait constituaient un défaut majeur. J'avais réduit le coût en PM en préparant une source d'eau séparée. Produire de l'eau par magie ne consistait pas à collecter l'humidité environnante. Il s'agissait plutôt de donner des PM aux esprits et de les faire donner à l'attribut eau. Je ne comprenais pas bien les détails de cette dernière étape, mais d'autres sorts laissaient entendre que c'était coûteux, alors je l'ai tout simplement supprimé. Malgré tout, Mia n'avait pas assez de PM pour l'utiliser sur tous nos membres pour le moment. Je voulais l'améliorer un peu, mais pour l'instant, je devais simplement lui demander de répartir son utilisation de la magie entre le matin, l'après-midi et le soir. Le dîner de ce soir comprenait des entrailles de cerf frites aux herbes sauvages, accompagnées d'un ragoût de légumes et du steak du lapin que Pochi avait attrapé plus tôt. En plus de son porridge, Nana avait aussi mangé une sorte de soupe de potage aux pommes de terre. Tout le monde était ravi de ce repas copieux, mais Mia semblait se sentir exclue, car elle ne pouvait pas savourer la viande. La vaisselle. Et comme Nana mangeait en silence, je ne pouvais pas savoir comment elle se sentait. Il faudrait que j'invente des variantes végétariennes et liquides pour nos repas. Je devrais demander à Arisa si elle a des idées aussi. Le thé est prêt, maître. Merci, ça sent bon. En sirotant une tasse du thé que Lulu nous avait préparé après le dîner, je me suis un peu reposée. Lisa avait saupoudré de sel des noix que Pochi avait ramassées, et elle les avait fait frire pour accompagner le thé. Le croquant était assez addictif. Lisa revenait du ménage. Nana et les plus jeunes faisaient la vaisselle, alors Lisa avait dû creuser un trou pour les déchets alimentaires. Nous avons enterré les parties non comestibles du cerf et du lapin dans leurs trous respectifs. Lisa, vous ne faites pas un rapport sur cette chose épineuse, monsieur? Pochi s'accrocha à la jambe de Lisa et la regarda d'un air interrogateur. Un rapport? Ah, j'avais oublié ça pendant que j'étais occupée à dépecer le cerf. Au début, Lisa avait été déconcertée par la question de Pochi, mais elle sembla se souvenir de quelque chose et se frappa le front. C'est un geste inhabituel pour Lisa. Je me demande si elle l'avait récupéré d'Arisa? Je l'ai récupéré avec les plantes. Lisa disparut dans l'ombre de la calèche et revint avec une succulente épineuse enveloppée d'un épais manteau. L'écran de réalité augmentée indiquait simplement « plante sauvage épineuse ». Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Lisa hésita à ma question. Elle non plus ne savait pas. Pochi avait insisté pour me la rapporter à cause de son doux parfum, et elle n'en avait cueilli qu'une. Est-elle comestible? Elle sent bon, monsieur. C'est tout à fait comestible, monsieur. Pochi répondit à ma question avec beaucoup d'assurance, mais l'odeur semblait être le seul fondement de sa croyance. Elle ne me semblait pas du tout parfumée, d'ailleurs. J'ai reniflé de toutes mes forces, mais je n'ai pas obtenu la compétence, distinguer les odeurs, ni rien de ce genre. D'où, une petite quantité suffirait, mais trop et on resterait cloué aux toilettes pendant des jours. J'ai décidé d'arracher une des feuilles d'aloès pour voir. J'ai tendu la main vers la plante, mais Lisa m'a arrêté. Maître, ces épines sont acérées, il serait donc dangereux de les toucher à main nue. Je vois, merci. Sachant que même les griffes venimeuses d'un démon de l'enfer majeur ne pouvaient me faire de mal, je doutais que les épines d'une plante normale aient le moindre effet. Malgré tout, reconnaissant l'inquiétude de Lisa, j'ai arrêté.
Je fouillai dans ma poche et sortis du stockage le reste du cuir que nous avions utilisé pour remodeler les coussins plus tôt dans la journée. Puis je l'enroulai autour des épines pour pouvoir ramasser une feuille sans la toucher directement. Les épines étaient plus acérées que prévu, cependant, et transperçaient le cuir jusqu'à atteindre ma paume. Quoi qu'il en soit, elles ne pouvaient pas percer ma peau, alors je ne ressentis qu'une légère sensation de picotement. J'ai utilisé le cuir pour détacher la feuille. À cet instant, une vague de douceur m'a envahi. Une odeur d'eau saturée de sucre m'a envahi. De la sève transparente coulait de la feuille brisée. Ça déborde? Ça va être gaspillé, monsieur. Tama et Pochi ont pris la sève à 2 mains. Pour éviter que le reste ne déborde, j'ai ajusté l'angle de la plante. Pour la goûter, j'ai essayé d'en verser quelques gouttes dans la paume de ma main. Mais j'ai trop penché, et le liquide transparent a débordé sur ma main. Pourquoi était-ce si liquide? Ça ne ressemblait à aucune plante que je connaissais. C'était logique pour la végétation d'un monde parallèle, je suppose. Lulu m'a passé un récipient du garage bag, j'y ai versé la feuille et le liquide de ma main. J'ai léché ma paume humide pour tester. C'était sucré, un peu herbacé, peut-être, mais toujours aussi sucré que du sucre. Cela me rappelait la canne à sucre que j'avais goûtée lors d'un voyage à Okinawa, mais la sève ne coulait pas aussi librement. Pochi et Tama m'observaient avec un vif intérêt, alors je leur dis d'y goûter. Oui, monsieur, d'accord. Ils aspirèrent bruyamment la sève. Ça me chatouillait, oui, pour une raison que j'ignore, ils avaient choisi de me lécher la main avec une telle force que j'ai cru que l'un d'eux allait me mordre les doigts. Bien sûr, je voulais dire qu'ils devraient essayer de se lécher la main, mais bon. Les yeux des autres se sont fixés sur moi, alors je les ai arrêtés rapidement. Bon sang, maître, tiens, essuie-toi la main avec ça. Merci, Arisa. Arisa me tendit une serviette dans un geste inhabituellement chevaleresque. Je l'acceptai et lui tendis le récipient en retour. Méfiant, j'humidifiai la serviette avec de l'eau et m'en servis pour essuyer ma main collante. Maintenant, si je peux me permettre. Arrête-toi tout de suite. J'arrêtai Arisa tandis qu'elle s'apprêtait à me verser de la sève du récipient. Que fais-tu? Quoi? Comment suis-je censé te lécher la main si elle n'a plus de sève, toi? Enfin, maître, le ton d'Arisa laissait entendre que j'avais posé une question idiote, mais je n'avais absolument pas demandé un tel service. Et puis, Arisa, ne crois pas que je ne t'ai pas entendu m'appeler, jeune maître. Je te connais, toi et tes étranges penchants. Pour la punir, je lui donnai un léger coup de poing sur la tête. Si tu veux en manger, mets la sève dans un plat et trempe ton doigt. D'accord. Lulu se procurait un petit plat au dépôt et y versait un peu de sève pour que tout le monde puisse goûter. Arisa tenta de me lécher le doigt au lieu du sien, mais je la réprimai, bien sûr. Elle n'a jamais appris. Une fois la friandise goûtée, chacun annonça son verdict. C'est vraiment délicieux. Puisque Lulu avait mangé de la réglisse d'hiver, on devrait peut-être l'appeler réglisse grenouille épingle. Suggéra Arisa. Tu as raison. Même si la réglisse d'hiver n'est pas aussi forte. Elle a un goût similaire une fois cuite, donc je suis sûre que c'est une variété similaire. Pourquoi, grenouille? Elle est couverte d'épines. Bon, je suppose que tu ne connais pas les grenouilles pour les compositions florales, Lisa. Et la réglisse épineuse, alors? Au cours de cette conversation, l'étiquette de la plante dans l'affichage de réalité augmentée est passée de « plante sauvage épineuse » à « réglisse grenouille épineuse », puis à « réglisse épineuse ». Je vois, les noms fournis par ma compétence « analyse » sont basés sur un consensus. Bref, assez de discussion. La réglisse a fait un tabac jusqu'à présent, et Lulu avait mentionné plus tôt que les gens mâchaient la chair de la feuille, alors je lui ai demandé comment faire. Oui, il suffit de peler la peau et de couper la chair en petits morceaux. Ah, je devrais pouvoir gérer ça. Comme je ne voulais pas demander à Lulu ou Lisa de le faire, de peur qu'elles ne se blessent les mains avec les épines, j'ai utilisé la dague décorative à ma taille pour découper la peau. Grâce à ma compétence « dague », j'ai facilement mis à nu la chair vert émeraude sans me couper. Plus grand que compétence acquise, préparation des repas, la compétence que j'avais acquise semblait utile. J'ai choisi de la maximiser. Les filles m'observaient avec impatience, alors j'ai coupé la chair en petits morceaux de la taille de mon petit doigt et je les ai distribués un par un. Tout le monde a mâché en silence. Puis, comme sur un signal, elles ont toutes esquissé un sourire joyeux au même instant. Même la réticente Mia et l'inexpressive Nana arboraient un léger sourire. Le sucre, c'est le meilleur. Attention à ne pas l'avaler. Après un bref avertissement, j'ai englouti le dernier morceau. Comme tout le monde semblait avoir envie de sucreries, j'ai demandé à Lisa de préparer un dessert en enrobant un mélange de fruits de miel. Pour la part de Nana, je lui ai demandé de préparer un jus fraîchement pressé. J'avais récupéré le miel dans le berceau après avoir déposé une ruche d'aiguilles rouges dans un passage. Il était plus épais et plus sucré que le miel ordinaire. Dès que je l'ai goûté, j'ai remarqué une saveur riche, contrairement à celle de la réglisse épineuse. J'ai décidé que le miel était plus adapté au dessert,
tandis que la réglisse épineuse était idéale pour un encas pendant le voyage. J'ai coupé les épines de 2 autres feuilles et les ai rangées dans des boîtes pour les garder comme friandises pour tout le monde. J'ai essayé de ranger le reste de la plante dans le sac de rangement, mais il était trop grand. Toute l'attention était concentrée sur le dessert de Lisa, alors j'ai déballé la réglisse épineuse du manteau et je l'ai mise dans la réserve. Maintenant mon manteau est couvert de fourmis et de petits insectes ressemblant à des pucerons. À bien y penser, je n'ai pas essayé, car c'est impossible dans la plupart des jeux, mais puis-je mettre des êtres vivants dans le stockage? J'ai délicatement arraché une fourmi du tissu et essayé de la ranger, mais sans succès. La ligne « Les créatures vivantes ne peuvent pas être mises dans le stockage » apparaissait également dans mon journal. La boîte à objets fonctionnait comme le stockage, donc elle ne fonctionnait pas là non plus. Je ne m'étais jamais posé la question en jouant, mais pourquoi pouvait-on stocker des fruits et des légumes, mais pas des êtres vivants? Le système les traitait-il comme des cadavres? Pour tenter de résoudre cette énigme, j'ai fait des expériences avec des mauvaises herbes des environs. Les mauvaises herbes coupées pouvaient aller dans le stockage, mais pas celles que j'avais arrachées, même après les avoir brossées. Raccourcir les racines n'avait aucun effet. En revanche, si je les retirais entièrement, le stockage acceptait la plante. Les racines coupées pouvaient également être stockées. Pourquoi la greffe végétale est-elle possible et pas celle-ci? Il me fallait accepter la situation. La boîte à objets n'acceptait pas non plus les organismes vivants. Malgré tout, cette enquête m'avait permis d'acquérir les compétences expérimentation et vérification. Maintenant que je les avais, il me faudrait mener une série d'expériences plus approfondies avec le stockage et la boîte à objets plus tard. Avec tant de choses à faire pendant le voyage, l'ennui ne serait pas un problème. À mesure que la nuit avançait, des insectes piqueurs ont commencé à voltiger près du feu de camp, alors j'ai ajouté un peu d'insectifuge. La poudre anti-monstre n'était probablement pas nécessaire tant que j'étais éveillé. Si quelque chose s'approchait, je le repérerais sur mon radar et je le tuerais avec mon pistolet magique. Oh, j'en ai assez de ces satanés insectes. L'insectifuge n'agissait pas assez vite pour Arisa, qui les détruisit avec une faible magie psychique. Nous pouvions désormais dormir sans être dérangés par le bourdonnement des insectes. Ceci dit, il était encore trop tôt pour aller au lit. Avant que je puisse commencer à réfléchir, Pochi me fit une adorable demande. Maître, lisez-nous un livre d'images, s'il vous plaît, monsieur. Bien sûr, montrez-moi ça. Pochi prit un livre d'images dans le sac du garage pour que je le lise, et Tama et Mia s'installèrent aussitôt à côté d'elle. Même Lisa semblait intéressée, s'asseyant sagement à côté pour écouter. Nana, qui admirait sa peluche, et Arisa et Lulu, qui discutaient, tournèrent également leur attention vers moi. Le livre que Pochi avait apporté racontait une légende de la mythologie de ce monde. Bon, je vais le lire maintenant. Tout le monde, restez assis, d'accord? D'accord, oui, monsieur. Il était une fois 7 dieux descendus du ciel, accompagnés des arbres du monde. Les dieux plantèrent les arbres du monde sur terre et accordèrent sagesse et langage à de nombreux peuples. Dès lors, le peuple vécut en paix, prospère sous les 8 arbres. Cependant, quelque part en chemin, 9 dieux apparurent dans le monde. Le 8e dieu était le dieu dragon, qui vivait là depuis avant l'arrivée des 7 dieux et des arbres du monde. Le dieu dragon, endormi depuis très longtemps, se réveilla dans un monde bien différent. Le dieu dragon, bien que terriblement surpris à son réveil, était paisible de nature et n'était pas du genre à s'inquiéter pour des broutilles. Ainsi, le dieu dragon et les 7 dieux s'acceptèrent et poursuivirent leur chemin en paix. Mais le 9e dieu était différent. Maître, pourquoi la lettre au début de Dieu est-elle si différente, monsieur? Elle est en majuscule. Dieu est un mot important, comme un nom ou une ville, n'est-ce pas? La première lettre du mot change pour que tu le saches. Pochi a lancé une question, et j'ai marqué un temps d'arrêt pour répondre. La langue Shigan avait un système de majuscules similaire à celui de l'anglais. Vous êtes si intelligent, maître, monsieur. Je ne comprends pas bien, mais j'ai quand même l'impression de comprendre, monsieur. Pochi semblait satisfait, alors je continuais. Le 9e dieu était un dieu démon venu d'un autre monde. Ce dieu démon égoïste ne supportait pas d'être inférieur à quiconque, il se battait donc souvent avec les autres dieux. Or, le dieu démon était terriblement jaloux que les autres dieux aient chacun leur propre race. Un jour, le dieu démon solitaire créa des démons de l'enfer pour le vénérer. Ensemble, le dieu démon et ses démons tourmentèrent les autres races. Troublés, les autres dieux vinrent le voir pour lui demander de mettre fin à ces démons infernaux déchaînés, mais le dieu démon refusa d'écouter. La race la plus faible de toutes, constamment persécutée par les démons infernaux, était celle des humains. Ils implorèrent la jeune déesse de leur donner le pouvoir de les combattre. La jeune déesse était très troublée. Après tout, la déesse elle-même n'avait pas ce pouvoir. Inquiète, elle demanda conseil aux autres dieux et rois, mais tous se contentèrent de secouer la tête et de grogner, sans rien dire.
La jeune déesse consulta donc le dieu dragon, le plus puissant de tous. Bien sûr, il ne pouvait pas lui prêter le pouvoir des dragons, car cela causerait des dégâts encore plus grands que ceux des démons de l'enfer eux-mêmes. Le dieu dragon hésita d'abord, mais il prit goût aux jouets humains et à l'alcool que la jeune déesse lui avait apporté, et il lui enseigna donc une magie unique et spéciale. C'était le sortilège permettant d'invoquer des héros. La magie de l'espoir. Après cela, le livre dépeignit le héros invoqué vainquant des seigneurs démons et des démons de l'enfer, et ils vécurent heureux pour toujours. Chaque fois que la jeune déesse Parion demandait de l'aide aux autres dieux et rois, Pochi et Tama l'encourageaient avec enthousiasme. Comme le duo bloquait la vue de tous s'ils se penchaient trop en avant, je m'arrêtais régulièrement pour leur reculer doucement la tête avant de poursuivre ma lecture. Ce livre d'images était le premier d'une série. Dans le deuxième volume, Parion et le héros collaborèrent pour vaincre 7 seigneurs démons. Finalement, le dieu dragon transforma l'un de ses crocs en une lame noire et la donna au héros, qui s'en servit pour chasser le dieu démon jusqu'à une lune lointaine lors du grand final. La vieille narratrice des livres d'images concluait en avertissant de ne jamais se promener la nuit de la nouvelle lune, car c'était à ce moment-là que le pouvoir du dieu démon était le plus puissant. C'était probablement une morale pour éviter que les enfants ne se blessent lors des nuits sans lune. Comme aucun livre ne comportait de générique, je ne savais pas qui en était l'auteur. Sachant que Parion, et non le héros, était clairement le protagoniste de l'histoire, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une personne liée à son temple. Le troisième volume décrivait le héros relevant des défis et des aventures pour devenir un demi-dieu afin d'épouser Parion et de rejoindre sa famille. Les disciples angéliques qui avaient aidé Parion et le héros dans le deuxième livre étaient réduits à des personnages secondaires dans le troisième, et j'avais de la peine pour eux. Même dans les histoires d'un monde parallèle, on ne pouvait échapper à la redoutable dérive du pouvoir. Autrefois, j'avais fini les 3 livres, il était presque l'heure d'aller au lit. J'ai ajouté la poudre anti-monstre sur le feu. Au début, une fumée blanche s'est élevée, avec une odeur de spirale anti-moustique, mais au bout d'un moment, elle est devenue inodore. Sur le radar, j'ai vu les points rouges des monstres sous le vent, attirés par la lumière du feu, s'éloigner aussitôt. Même ceux au vent ne s'approchaient pas trop. La poudre était assez efficace. Nous prenions soin de la garde de nuit par équipe de 2, avec une des filles bêtes à chaque tour. Ainsi, même si un animal sauvage ou un monstre s'approchait par hasard, tout se passerait bien. Au moins, tout autour était suffisamment bas pour que les filles puissent s'en occuper seules. Pochi et Mia prirent le premier tour de garde. Elles semblaient toutes les deux endormies, mais dès que Lisa leur demanda de se laver le visage, elles furent plus alertes. De toute évidence, être une enfant dans ce monde n'était pas une raison pour être gâtée. Lisa adopta une attitude stricte envers Pochi et Mia pour s'assurer qu'elles étaient bien réveillées. Mon tour ne commençait qu'à minuit, mais je décidai de veiller avec elles pour aujourd'hui. Pour éviter de s'endormir pendant qu'elles montaient la garde au coin du feu, les 2 filles utilisaient un bâton pour jouer tranquillement au morpion dans la terre. Je m'attendais à ce que Pochi se concentre surtout sur son jeu, mais lorsqu'un gros rat s'approcha du campement à la faveur de l'obscurité, elle réagit étonnamment vite et se concentra sur le buisson où il se cachait. Les oreilles de Tama frémissaient aussi dans son sommeil. J'étais persuadée qu'elle serait prête à affronter n'importe quelle attaque. Finalement, il fut temps pour Lulu et moi de prendre la relève, mais Lulu commença à s'endormir presque dès le début de notre service. Vu qu'elle avait passé la journée à conduire la calèche, à cuisiner et même à aider à préparer le cerf, elle était probablement épuisée. Pour ne pas la réveiller, je la portais délicatement jusqu'à Arisa et la laissais dormir. Bon, j'imagine que j'ai du temps pour moi maintenant. Travailler sur un nouveau sort me distrairait sans doute trop pour rester sur mes gardes, alors je me suis dit qu'il valait mieux ne pas le faire. J'ai donc décidé de tenter les expériences de stockage auxquelles j'avais pensé pendant la journée. Afin de faire quelques tests liés à la chaleur, j'ai mis du petit bois dans le poêle et j'ai placé la bouilloire sur le feu. J'ai pensé essayer différentes méthodes de stockage une fois l'eau bouillante et vérifier les différences de température qui en résulteraient. En attendant l'eau, j'ai essayé d'autres choses. D'abord, j'ai sorti 2 feuilles de papier du stockage et je les ai enflammées. Ensuite, j'en ai rangé une et j'ai attendu que l'autre brûle avant de retirer la première. À ce moment-là, la première feuille brûlait toujours, exactement comme au moment où je l'avais mise. Peut-être que le temps ne s'écoulait pas dans le stockage. Autant comparer avec la boîte à objets. Cette fois, j'ai pris 3 feuilles, je les ai marquées à l'encre au milieu et je les ai enflammées. Lorsqu'elles ont brûlé jusqu'à la marque du milieu, j'en ai placé une dans le stockage et l'autre dans la boîte à objets. J'ai de nouveau attendu que la commande brûle complètement, puis j'ai sorti la dernière de la stockage. La flamme était toujours à la marque que j'avais faite. Après vérification, je l'ai remise dans le stockage. Une fois de plus, les objets dans le stockage ne semblaient pas avoir changé. Le temps s'était-il arrêté à l'intérieur, ou était-il simplement stocké dans un état complètement différent?
Peut-être, comme le nom « stockage » l'indiquait, étaient-ils enregistrés comme information, comme dans un jeu ou sur le périphérique de stockage externe d'un ordinateur. Ensuite, j'ai vérifié le papier que j'avais placé dans la boîte à objets. Le feu s'était éteint juste avant que le papier ne brûle. L'état des objets peut donc changer dans la boîte à objets. Après un nouvel essai, j'ai déterminé que le feu s'était probablement éteint lorsque l'oxygène déposé avec le papier avait été consommé. Alors que j'affinais ma théorie, de la vapeur s'est mise à monter de la bouilloire que j'avais mise sur le feu. Maintenant que j'avais compris le fonctionnement du temps, il n'était plus nécessaire d'expérimenter avec l'isolation thermique. Malgré tout, j'avais déjà fait bouillir l'eau et je me suis lancé dans une tisane. C'était assez facile, puisqu'il suffisait d'une poignée d'herbe et d'un peu d'eau chaude. Après une gorgée, une idée m'est venue. J'ai essayé de ne déposer que le liquide de la tasse dans la boîte à objets. Il a disparu sans problème. Ensuite, j'ai posé la tasse par terre et j'ai essayé de la ranger, ce qui a bien fonctionné. Après avoir calculé la distance entre l'objet et moi, j'ai déterminé que la distance maximale à laquelle je pouvais stocker quelque chose sans le toucher était d'environ 3 mètres. Cela ne fonctionnait que si je fixais l'objet du regard, mais marquer la cible sur l'affichage 3D IOPTER de la carte avait le même effet. J'ai également découvert qu'en sortant une lance d'acier du stockage et en l'étirant loin de moi, je pouvais stocker des objets jusqu'à 3 mètres de la pointe. Un système de fil de fer ou un fouet, comme celui d'un certain explorateur, pourrait peut-être s'avérer utile. Avec cette idée idiote en tête, j'ai essayé de stocker la flamme du feu de joie, mais sans succès. Cependant, en tendant la main vers la vapeur qui s'élevait de mon thé chaud, j'ai pu la stocker sans problème. Est-ce déterminé par la taille des particules? De quoi est fait le feu, au fait? Il était possible que je ne puisse pas stocker des choses que je ne comprenais pas parfaitement. Ensuite, j'ai expérimenté des mélanges. Lorsque je stockais la terre, elle était simplement étiquetée « sol », mais si je sélectionnais l'option pour des informations plus détaillées, l'écran m'affichait un arbre décomposant les différentes roches et terres qu'elle contenait. Je pouvais alors facilement les séparer. Cependant, si je dissolvais du sel dans de l'eau chaude, il était impossible de séparer l'eau salée en eau et sel. Je ne pourrais donc pas rendre l'eau de mer potable. J'ai également vérifié s'il était possible de démanteler un cadavre d'insecte récupéré dans le socle sans le sortir du stockage, mais c'était impossible. Dommage, j'espérais pouvoir m'occuper des cadavres sans avoir à les toucher. Au milieu de ces expériences, j'ai découvert que je pouvais accéder à la boîte à objets depuis mon menu. Il y avait maintenant un dossier intitulé boîte à objets dans le même dossier racine que le stockage. Tout comme je pouvais déplacer des éléments entre les dossiers du stockage, je pouvais aussi les transférer librement entre le stockage et la boîte à objets. Cependant, comme la capacité de la boîte à objets dépendait de la compétence, il était difficile de le vérifier. Comme il me restait encore largement assez de points de compétence, j'ai décidé de maximiser la compétence boîte à objets. Bien qu'il faille utiliser des PM pour sortir des objets de la boîte à objets, aucun n'était nécessaire pour les déplacer vers le stockage. Et si les objets pouvaient être empilés et triés librement dans le stockage, cela ne semblait pas être le cas dans la boîte à objets. Je ne pouvais pas non plus voir d'informations détaillées ni de vue 3D. J'ai tenté d'autres expériences avec la boîte à objets, mais c'est clairement une version inférieure du stockage. Si je sors des objets, le contenu est exposé à l'air libre, ce qui ne sera donc pas efficace pour l'isolation thermique. Bref, c'est inutile. En constatant les résultats insatisfaisants, je n'ai pas pu m'empêcher de râler intérieurement. Malgré tout, ce n'était pas une perte totale. Dans d'autres circonstances, cela pourrait être utile pour autre chose que l'inventaire. J'étais sûr d'y trouver une utilité. Au minimum, cela m'a permis de dissimuler l'existence de mon système de stockage. Plus grand que Titraki, Seeker.